Salut. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus en compagnie de Mister Za. Mister Za qui vient faire tous les BT pénibles qui ont plus de 300 pages. Exactement. Donc aujourd'hui, ça va être une review du nouveau Battle Tome Slave to Darkness. Alors, c'est un BT que t'as pas mal joué pour le coup. Ouais, pour le coup, je l'ai pas mal joué. Je l'ai pas mal joué pour la Ligue 1, Ouais. donc dans la mouture Archaon. Donc je devrais avoir quelques rétex Intéressant. intéressants. Donc c'est parti. Alors à noter déjà, on le dit pas à chaque fois, mais on va vraiment se concentrer sur la partie règles. Il y a un gros taf, et ça pour le coup, ça vaut le coup d'être souligné, qui a été fait par Games Workshop sur la première partie du bouquin qui ne concerne pas directement les règles. À savoir que effectivement, si vous êtes intéressé par autre chose que les règles, contrairement à la plupart des BTV3, je trouve que ces Battle Tomes valent le coup, parce qu'honnêtement, il y a plein de belles illustrations, il y a pas mal de lore, contrairement au BTV3 où c'était pas vraiment le cas. Donc ça, c'est pour la partie positive. Maintenant, on va voir, on va attaquer tout de suite tout ce qui est règles de jeu et changements. Alors l'intérêt de ce genre de review, c'est qu'effectivement comme toi, c'est un BT que t'as pas mal joué. Ouais. On va pouvoir, dans un premier temps, vous parler de ce qui a changé et de nos avis, ce qui va vous donner un petit peu plus de grain à moudre que simplement vous dire l'état du Battle Tome aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec les règles de l'armée, les Battle Traits, qui ont pour le coup pas mal changé. Ouais, tout à fait. Donc déjà, sur ce qui a viré, la mécanique de marque comme on la connaissait, ça a sauté. Ouais. Vous allez voir, on est revenu à quelque chose d'un petit peu plus connu, avec notamment les bannières ensorcelées, etc. Donc aujourd'hui, l'œil des dieux a un petit peu changé, c'est lié à une mécanique d'apothéose. Donc grosso modo, à la phase de déploiement, vous allez choisir un héros non unique, donc soit Warrior of Chaos, donc c'est-à-dire Karkadrak, mec à pied, etc., soit Dark Oath, donc toute la plèbe. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, les gars en armure et les gars sans armure. Exactement. Donc, vous allez gagner des 3 points d'apothéose à chaque fois que vous allez utiliser une Fight Ability ou que vous contestez un objectif qui est entièrement, enfin qui n'est pas entièrement dans votre territoire à vos tours. Vous allez gagner des 3 points d'apothéose et une fois par partie à n'importe quelle phase de héros. Lorsque vous avez 8 points d'apothéose ou plus, vous pouvez soit soigner de X, avec X le nombre de points d'apothéose que vous avez, et choper une ward à 5, soit transformer votre héros en prince démon, en sachant qu'il va gagner, il va garder les optimisations qu'il avait, Ouais. et notamment les marques. Tu veux mon avis, c'est ça? Ouais, je veux ton avis. Bah alors, je trouve la mécanique très rigolote. Bon, c'est sympa, on retrouve les origines, parce que j'adore le lore, on retrouve les origines de tous ces Battle Tomes, Loresque. ou même livres d'armée, parce que oui, j'ai connu cette période. Tome de bataille. Livre d'armée. Tome de bataille, c'était après, il me semble. Ouais. Et donc, où les Slave to Darkness avaient ces mécaniques pour se transformer en prince démon, etc. Donc là, on retrouve la mécanique, c'est sympa, c'est rigolo, c'est un peu dans le lore, c'est l'ascension ultime pour un humain, c'est de devenir un démon. Maintenant, dans les faits, je trouve ça compliqué à mettre en place parce qu'il faut combattre minimum 3 fois, parce que c'est un des 3, et il faut faire 8. Et encore une fois, si vous combattez 3 fois et que vous arrivez à avoir vos 8 points, c'est que vous avez été plutôt chanceux, c'est que vous avez sorti un 5 plus et un 3-4. Donc, et ensuite, vous faites au tour d'après, et vous êtes setup, donc vous ne bougez pas. Donc, dans les faits, c'est très rigolo, mais je pense qu'il faudra pas trop compter dessus. Après, on a l'optique aussi de se soigner, ce qui est intéressant, mais si je dis pas de bêtises, ça ne marche que sur les non-nommés, et des non-nommés qui ont plus de 8 PV, bah, ça n'existe pas trop, donc concrètement, ils auraient simplement pu vous dire soignez-vous entièrement. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a quand même la ward qui est assez sympathique, mais effectivement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, honnêtement, c'est un battle trait qui est bon. Je pense qu'il y a des armées qui seraient très contentes d'avoir ça. Le souci, c'est qu'en Slave to Darkness, des héros non nommés qui sont là pour aller faire du corps à corps. Et qui ont la mobilité aussi pour arriver rapidement au corps à corps, parce qu'il faut combattre 3 fois, donc si vous arrivez tour 3 au corps à corps, ça commence à être tendu. Ouais, hein. ça. Globalement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des armées où ça serait très fort. Typiquement, je sais pas, mais par exemple, on peut imaginer sur tout ce qui est Death, etc. Bah, ça se prendrait en Night Taunt, ça se prendrait. Le souci en STD, c'est que on n'a pas des petits héros piétons où on va vraiment choper de la valeur à les transformer en prince démon, parce qu'effectivement, le Chaos Lord sur Karkadrak, c'est une bonne cible. Mais bon, sauf qu'il est bon, quoi. En fait, il est bon et il est pas très loin en point par rapport au prince démon. En fait, bon, clairement, on va, je pense, se diriger vers des héros sur cavalerie, enfin sur cheval ou autre monture démoniaque. Le problème, c'est qu'en général, comme on est monté, on a de la mobilité, on coûte assez cher. Et donc, si on va du côté d'Arkov, bah, on est mobile, mais on tank pas. Donc, survivre à 3 tours de corps à corps,
ça semble compliqué. Pas évident. Et si on est côté guerrier du chaos, alors effectivement, on est un peu moins mobile, on tank beaucoup plus, donc on est beaucoup plus apte à survivre 3 tours, sous réserve de faire des bons détroits. Hein. Mais c'est juste est-ce qu'on aura envie de se transformer en prince démon? Probablement, mais est-ce que l'amélioration entraînée, engendrée par cela sera suffisante pour prendre des risques et aller au corps à corps? Ouais. Pas sûr. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, honnêtement, un battle très intéressant, plutôt fluff. Maintenant, à voir la mise en place qui paraît un petit peu compliquée. On va passer au suivant. Donc on retrouve la mécanique de marque. À noter que la mécanique de marque maintenant, c'est à nos phases de héros une fois par tour, par armée. Donc en gros, vous allez pouvoir marquer une de vos unités non uniques, vous avez bien entendu, à chacune de vos phases de héros en lui donnant le mot-clé soit de Korn, soit de Zench, soit de Nurgle, soit de Slanesh. Donc gros changement, Ouais, parce que grosso modo, on ne marque plus ces unités au moment de la création de la liste, et ça fait énormément de différence. Ouais. Donc on va le voir par la suite, les effets sont quand même très différents. Ce que j'aime bien, c'est que on gagne de la flexibilité, on est plus agile, puisqu'on est capable de choisir les marques à ses tours, et donc, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter à son adversaire, là où, avant, dans l'index, concrètement, vous aviez l'optique, je veux taper, je vais prendre un marque de Korn, je veux tanker, je vais prendre un marque de Nurgle. Ouais. On va pas se mentir, les marques de Tsench et Slanesh n'étaient presque pas jouées, sauf sur les sorciers, parce que bon, voilà. Donc je trouve ça intéressant, déjà, d'avoir ce choix. Maintenant, c'est à votre tour, donc ça veut dire qu'en cas de double tour ou autre, on sera pas capable de réajuster le tir. Ouais. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas, c'est une mécanique, il faut apprendre à jouer avec. Donc pour le moment, intéressant. Ouais. Et maintenant, on va attaquer les marques directement. Donc honnêtement, déjà plutôt point positif vis-à-vis des marques, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, avant il y en avait deux, en tout cas depuis l'index, puisque avant, au tout début, effectivement, on pouvait prendre Slanesh parce qu'on avait coursé Sharp pendant quelques temps. Depuis l'index, concrètement, c'était soit Nurgle, soit Korn, grâce aussi à la projection qu'offrait la charge de 3d6, qui rendait Korn intéressant. Bref, là, on a plus de marques intéressantes. On va commencer par la première, la marque de Korn, qui vous dit que vous allez ajouter plus une attaque à vos armes de mêlée si vous êtes marqué de Korn tout le temps, sans restriction d'avoir besoin de charger. Oui, bon, je pense que ça suffit à soi-même. Hein. Ouais, c'est ça. Honnêtement, écoutez, c'est très bon. Sur une armée qui, globalement, est en save à 3, bon, il n'y a pas grand-chose. Non, en fait, les guerriers du chaos, à part peut-être toute la partie Darkoth, qui fait de la saturation à faible perf, etc. Mais globalement, on est sur des plages de dégâts multiples, avec de la bonne perforation par rapport au coup en point. Donc en fait, même sur des guerriers du chaos, franchement, quand on commence à avoir plus d'une attaque, ça rigole pas trop. Ouais. Donc bon, il y aura évidemment des cibles bien meilleures. On va penser comme ça aux Varangward, aux élus, même aux chevaliers du chaos. Je pense même que sur les Fellrider, les cavaliers d'Arcos, c'est pas si mauvais, parce que mine de rien, on gagne de la saturation des gars à 2 en charge, donc plutôt honnête. Ouais, c'est clair. On va passer à la deuxième, la marque de Nurgle, qui est celle qui a quand même pas mal perdu. Grosso modo, vous allez gagner une ward à 6, et si vous aviez déjà une ward à 6, vous gagnez une ward à 5. C'est ce que faisait avant, si je dis pas de bêtises, le Chaos War Shrine. Ouais, c'est exactement ça. On l'annonce maintenant ou Non, on va attendre les War Scrolls. Ok, ça marche, super. Bon, c'est une marque qui a perdu. Le moins un bless, c'était monstrueux. Ouais, le moins un bless, c'est une mécanique qui, dans toutes les versions d'AOS, a toujours été monstrueuse, parce qu'en fait, des occurrences de plus un hit, on en voit dans beaucoup de Battle Tom, on en voit beaucoup en V4, avec cette mécanique de je suis un héros, je m'active, je tape, je fais activer une unité du même type qui gagne plus un hit, en général, hein, pas tout le temps, mais en général. Donc le moins un blessure était mais d'une violence, parce que si je prends l'exemple, parce que j'en ai affronté, c'était pas agréable, les trolls, par exemple, comme Spite Gates, quand vous blessez à 2, quand vous blessez à 3 et que vous avez que 2 attaques, ça lisse quand même énormément la stat. Hein. Ouais. Donc, dans le mauvais sens, hein, pour le Gloomspite. Et donc, c'était très agréable. Maintenant, une ward à 6, ça reste toujours honnête. Bon, le cas où on peut l'améliorer à 5, à voir par la suite si on a beaucoup d'opportunités d'arriver dans ces cas-là, en fait. Voilà, mais honnêtement, bon, c'est sûrement la marque qui a le plus perdu, parce que c'était peut-être même un peu trop fort, surtout dans une méta plutôt close. C'était trop fort. Bon, voilà. On va passer maintenant à la suivante, la marque de Slanesh. Donc, marque de Slanesh, à vos phases de charge, vous allez gagner un dé pour charger, jusqu'à un maximum de 3 dés. Bon, c'est fort. Hein. Oui, donc avant, on jouait le sorcier du chaos juste pour avoir la charge à 3d6. Ça a obligé en fait à le jouer à côté des places de pouvoir, éventuellement à côté du Nexus Chaotica, qui donnait plus 2 au sort. Et malgré ça, c'était une valeur de lancement de 7.
Donc il y a beaucoup de parties où je me suis retrouvé à ne pas pouvoir avoir mon 3D6, ce qui impactait énormément en fait la mobilité, la létalité et l'utilité des chaos, des élus du chaos. Là, le fait de l'avoir de base et en plus sans contrepartie, parce que c'est toi, je te choisis, tu as la marque, quand même très fort. Donc ça va permettre en tout cas de donner de la projection à toutes ces petites unités infanterie. Et sur l'unité cavalerie, et globalement la cavalerie, esclave du chaos, enfin de l'obscurité, je sais pas. Slave to Darkness, pardon. Les esclaves des ténèbres. Je ne sais pas. Ça doit être ça. Ça doit être les esclaves des ténèbres. Bon, toujours est-il que c'est super fort. De charge à 3d6, ça permet de venir. Bah déjà en fait d'être tour 1, de pouvoir agresser, et ça c'est quand même très bon dans une partie, parce que votre adversaire est obligé de se déployer en conséquence, et 2, ça permet de contourner toutes ces petites mécaniques de Murderlust, dans le cas par exemple de Korn, de Manfred, donc toutes ces mécaniques en fait, ou même en OBR, quand vous avez -2 à la charge, quand vous êtes dans la bulle, tout cela va vous permettre d'avoir un peu plus de latitude pour aller impacter votre adversaire, donc c'est un outil qui est très puissant. Ouais, honnêtement c'est très très bon, et on va passer à la dernière, la marque de Tzeentch qui, sur les différentes versions Slave to Darkness précédentes, a quasiment toujours été mauvaise parce que c'était soit un anti-magie, soit un anti-machin. Honnêtement, là, elle devient assez cool. Grosso modo, alors, on l'a pas dit, je tiens à le préciser, sur la marque de Slaanesh, c'est uniquement à vos phases de charge. Donc pas de contre-charge à 3d6, c'est un très bon garde-fou. Et enfin, on a dit sur Slaanesh, vous allez prendre à vos phases de mouvement une unité marquée de Slaanesh, vous allez jeter 2d6, et vous allez pouvoir retirer votre unité du champ de bataille et la reset-up à 2d6 de portée entièrement à 6 du point que vous avez ciblé. A noter que c'est pas une aptitude corps, donc vous pouvez vous déplacer puis utiliser cette aptitude, mais pas dans l'autre sens. Ouais. Alors ça rajoute de la mobilité dans un BT où on a certaines unités qui ont un manque de mobilité. Ouais. Donc c'est encore une fois un outil en plus je veux dire, dans votre kit à outils. Boîte à outils. Boîte à outils, ouais. Ouais. C'est ce problème qu'on essaye de traduire tout le kit. Tous les termes anglais en français. Ça fonctionne un peu moins bien. Ça vient clôturer un peu en fait ces 4 marques avec chacune qui a réellement, on va dire c'est dur hein, ce matin, c'est le matin. Non, je veux dire, chaque marque va s'épanouir dans un axe du jeu, que ce soit de la mobilité, de la tankiness, de la castagne et de la mobilité sur la castagne. Donc ça c'est bien. En plus on peut aussi rajouter que ces marques du chaos avant étaient vraiment réservées aux guerriers du chaos, et là on peut les mettre sur toute notre Battle Tome Darkoth. Ouais. Donc ça c'est super parce que mine de rien ça va permettre d'avoir des unités, je pense au Fell Rider, donc sur les flancs. Bougie de 12 et chargée à 3d6, c'est quand même hyper sexy. Ouais. Gagner une attaque, c'est super bien. Et il y a plein de choses comme ça qu'avant ce n'était pas possible de le faire et que maintenant ça va être sympa. Ouais, et encore un dernier point qu'on n'a pas abordé, mais comme on l'a dit, on pique nos marques à nos phases de héros, ce qui veut dire que potentiellement ça peut aussi forcer le choix du T1 pour notre adversaire. C'est-à-dire que s'il y va, il sait qu'il a une chance par exemple de mettre ses flancs. Maintenant s'il laisse le tour, en fait vous allez pouvoir dire mon unité sur les flancs, on va lui filer la marque de Slaanesh, elle va te charger à 3d6, et encore on n'a même pas abordé tout ce qui est bannière ensorcelée, etc. Mais honnêtement, très bonne mécanique sur ces marques. Je trouve que ça offre un petit peu de latitude. C'est un peu dur d'estimer si c'est aussi bon qu'avant. Très clairement, on n'aura plus des listes aussi tanky que les listes full Nurgle qu'on avait. Mais je trouve ça assez intéressant d'aller mélanger des marques pour des unités au fur et à mesure de la bataille. Donc plutôt un bon point. Oui, exactement. Je pense qu'en fait, on a gagné en flexibilité, comme je l'ai dit un petit peu avant. Avant, tout se faisait au list building ou presque, à part pour Archaon qui gagnait une marque en début de bataille, mais entre nous, on prenait toujours la marque de Nurgle parce que juste avoir 25 PV en -1 blessure, c'était très fort. Là, ça va donner beaucoup plus de latitude en tant que joueur Slave to Darkness et en tant qu'adversaire de joueur Slave to Darkness, parce que vous allez devoir vous dire oula, mais attention, en fait, ce pack, c'est pas menaçant, mais s'il me sort un plus une attaque, il va me démolir. Alors là, ok, il est à 18, donc ça fait une charge, je sais pas, à 8. Oui, mais attends, s'il prend la marque de Slaanesh, c'est une charge à 8 à 3d6. Ouais.
Donc en fait, ça va rajouter une profondeur de jeu. Donc ça, c'est quand ça va dans ce sens, c'est toujours agréable. Ouais, Dans une version, on a tendance à avoir eu une simplification des mécaniques. Moi, j'aime bien. c'est très chouette. On va maintenant passer à la suite des équivalents Battletray avec les bannières ensorcelées. Donc c'est une mécanique qui existait déjà, non pas dans l'index, mais dans le Battle Tome qu'on a eu en V3, qui était très forte, et j'ai l'impression qu'elle est encore meilleure. Donc à noter que c'est une optimisation unique qui se donne sur les unités d'infanterie et cavalerie Slave to Darkness, donc potentiellement Dark Oath, qui ont une bannière. Ouais. Voilà, un standard bearer, un porteur de bannière. Donc on va commencer tout de suite. Elles sont au nombre de 5. On va commencer avec la première, la Dread Banner. Grosso modo, qui vous dit que lorsque vous êtes engagé avec une unité portant cette bannière, vous ne pouvez pas utiliser d'aptitude de co. Alors, je trouve ça extrêmement fort. Ouais. Ça et en plus, ça t'empêche de boire un café, c'est ça. qui n'est pas négligeable. C'est vrai, c'est vrai. Ça revient à avoir un roar à 100%. Ouais. Et donc le roar à 100%, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça nous manque énormément dans cette nouvelle version. Et c'est plus imperf. C'est plus imperf. Non, mais le roar est clairement un plus imperf. Et donc dans cette version où la tankiness est omniprésente, je dirais, et où avoir de la forte perforation n'est pas non plus automatique, c'est quand même super agréable. Donc c'est une mécanique qui est très forte et qui n'a pas besoin d'être plus commentée, je le pense. C'est ça, et grosso modo je pense que s'il n'y avait pas les autres certaines des autres qui sont extrêmement puissantes, on la verrait beaucoup plus souvent. On enchaîne avec la bannière de rage qui est très certainement une des meilleures. Grosso modo cette bannière vous dit que vous êtes marqué de cornes, et en plus, tant que cette unité contient un standard bearer, vous avez +1 pour blesser à vos attaques de mêlée. Ouais, alors on gagne plus une attaque, qui est la marque de cornes, tout le temps, on le rappelle. Je veux dire, dans beaucoup d'unités Slave to Darkness, ça revient à multiplier la létalité par 1,5. Hein. Donc c'est quand même honnête. Et donc on va gagner ce plus 1 blessure dans un Battle Tome où globalement on blesse à 3+. Ouais. À part tout ce qui va être peut-être démoniaque ou très grand héros, vous allez blesser sur du 3. Et donc passer. Et vos blessures font mal. Et vos blessures font mal. et donc passer en 2+ de blessures, c'est extrêmement fort. Ouais, honnêtement, il n'y a rien de spécial à dire. C'est extrêmement bon. Je veux dire, plus une attaque, plus un blesse. Bon, il y a certaines unités qui sont heureuses avec ça, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. On va passer à la suivante, qui est celle de Tzench. Grosso modo, vous allez attribuer la marque de Tzench, et de la même manière, tant que vous avez une bannière ensorcelée, et tant que vous avez un standard bearer, vous allez avoir une ward à 4 contre les attaques de tir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon. Pourquoi pas dans une méta tir ? Très honnêtement, hein, dans une méta team en équipe, alors là on est vraiment sur du discours compétitif. Je pense que c'est pas le standard bearer que vous irez chercher en amical, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fun, plus on va dire plus polyvalents. Ouais. Maintenant, en list building, avoir au hasard un pack de 20 guerriers du chaos en ward à 4 contre le tir, bah mon ami, good luck pour sortir le pack. Hein. Ouais, c'est pas mauvais, surtout qu'en plus on n'oublie pas, ça donne la marque de Tzench, donc tu vas avoir ton pack qui va faire plop, 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 plop. Ouais, non mais c'est typiquement l'usage qui est super, parce que vos guerriers du chaos qui doivent bouger de 5 je pense, bah vous allez potentiellement courir, puis ensuite vous téléportez à 2d6, donc en moyenne vous allez faire votre 7-8. Bah ça commence à être une vraie mobilité pour un pack qui n'a pas nécessairement besoin de charger pour être impactant. On lui demande juste peut-être sur des objectifs. Ouais. Et donc non, c'est super. C'est particulièrement fort dans une méta où effectivement il y a du tir avec un covering fire qui vous oblige à tirer sur l'unité la plus proche. Donc le combo de pouvoir envoyer un truc super loin et de dire bah c'est con, j'ai une ward de 4, c'est pas mauvais. Pas mauvais. Chez Victor et Terratling. C'est pas cool pour le Skaven. On passe maintenant à la marque de Nurgle. Donc vous allez attribuer la marque de Nurgle, et en plus de ça, alors ça c'est un effet que j'adore, vous allez ignorer les effets des critical hits. Ouais. Voilà. Donc ce qui est équivalent un petit peu au sort de Be'lakor. Ouais. Ouais, bah oui, tout à fait. Bon, c'est la bannière érodante, c'est celle qui donnait le moins imperfo à l'époque. Honnêtement, il y a énormément d'armées qui tournent autour d'un gros pack, Skull Reaper, Élu, même Graveguard, Black Knight, des trucs qui vont vraiment infliger beaucoup de crit mortal. En fait, quand vous avez pas ça, ça cogne moins dur, quoi. Bah, surtout dans une armée où l'armure est à 3+. Ouais. Si vous dites à votre adversaire, et il y en a un paquet, hein, coucou les exécutionneurs, coucou les Fireslayers, coucou les Zoro, coucou tout le monde en fait. Si, même les Dawn Riders par exemple, dès le moment où vous retirez les mortels
à une armée qui base sa létalité sur des mortels, Et que vous chopez une Ward à 6 au passage. et que vous chopez une Ward à 6, que vous êtes en 3+, que vous vous avez passé en 2+, et on se rappelle que globalement, les unités qui font des critiques mortales n'ont pas une énorme perforation, Ouais. c'est le principe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez dire à votre adversaire, bah écoute, c'est simple, compte mon pack de 40 PV sauvegarde à 3, et bah tu seras perf -1, dégâts 1 ou 2, bah vas-y, bonne chance. Ouais, honnêtement, j'aime beaucoup cette bannière ensorcelée dans une optique, effectivement, d'avoir un pack increvable. C'est très très bon. Et typiquement, en solo, c'est sortable, plus que la Zench en l'occurrence. Mais en équipe, ça peut faire aussi de très grosses blagues. Et on passe à la dernière, qui est un mélange de Slaanesh et de Khorne qui est à peu près monstrueux. Vous allez gagner la marque de Slaanesh. Et en plus de ça, tant que vous avez un Standard Bearer, vous allez avoir +1 à votre caractéristique d'attaque si vous avez chargé à ce tour. Ouais, bah alors, je pense qu'on ira plus la chercher que celle de Khorne au final. Parce qu'avec une charge à 3d6, vous êtes quand même capable de vraiment aller charger et d'avoir votre bonus de plus une attaque. Et on va pas se mentir, en Slave to Darkness, quand vous chargez quelque chose en plus d'une attaque, Ça meurt. en général ça meurt. Déjà parce que vous avez une double activation dans pas mal d'unités. Dans les grosses unités. Ouais. Dans les grosses unités, vous avez une double activation, Varangard, Élu, etc. Et c'est vraiment ceux-là qu'on va aller chercher pour aller taper l'adversaire. Donc c'est très rare que quelque chose survive. Donc c'est très sympa. Maintenant, si vous préférez la stabilité, vous irez plutôt en Khorne. Parce que le plus en blessure, c'est toujours bon. Vous aurez quand même globalement votre plus une attaque. Et vous aurez toujours la possibilité d'avoir 3d6. On le verra par la suite, via le sort Demonic Speed. Donc moi, ce que j'aime dans ces bannières, c'est qu'elles sont toutes jouables. Elles permettent de globalement répondre à des caractéristiques de la méta. Et donc ça, c'est super appréciable. Et en plus, on n'est pas limité juste aux Warrior of Chaos. On peut les mettre sur nos Dark Off. Ouais. Et ça, je trouve ça super. Parce que je trouvais, c'était un peu une de mes doléances avant, c'est j'avais vraiment l'impression d'avoir un Battle Tom. Avec les riches et les pauvres. Oui, c'est un peu ça. Avec les... Non, je vais m'arrêter là. Où vraiment... on avait en fait cette partie Dark Off qui était sublime, toute récente, mais qu'on ne jouait pas parce qu'en fait, à la limite, elle avait été taillée pour son armée de renom. Ouais. Et armée de renom qui était... Bon, personne n'a jamais essayé, donc peut-être que c'était fort, mais en tout cas, on l'a jamais vu sur table. Et on avait les guerriers du chaos, bon, qui était la base un peu plus facile et facile à jouer et à lire en termes de list building. Et donc là, j'ai quand même l'impression, de ce qu'on a pu balayer jusqu'à maintenant dans ce Fashion Focus, qu'il y a une volonté de Games Workshop de nous permettre de faire de la soupe et de jouer toutes ces unités ensemble. Et personnellement, je trouve ça super cool. Moi, je sais que tu trouves que les Dark Horse vont pas vraiment dans les Slave to Darkness, mais moi j'aime bien. J'aime pas trop leur esthétique, mais je trouve qu'effectivement, ça apporte autre chose que ce côté Légion implacable, Chaos Undivided qu'on avait à l'époque. Et effectivement, ça permet d'avoir, en tout cas, la création de l'armée, quelque chose de plus souple que j'ai des Chaos Warriors, des Chaos Knights, des Varangard, des élus. Bref, donc honnêtement, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un très bon ajout. C'est une optimisation unique qui est extrêmement forte, qui vous fait démarrer la partie avec directement une marque sur une unité. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est très bon. On va donc maintenant attaquer les battle formations, aka les sous-allégeances. Alors, à noter, déjà première vraie doléance concernant ce Battle Tome. On exagère, on épaissit un peu le trait, on exagère un poil, mais on a quasiment fini de vous présenter l'ensemble des nouveautés de ce Battle Tome par rapport à l'index, ce qui honnêtement me fait un peu mal. C'est-à-dire que vous allez le voir, il y a des unités qui sont sorties, mais concernant les nouveautés importantes, marquantes, hormis 2-3 War Scroll, c'est quasiment déjà fini. Donc on s'était fait la blague avec Romain de dire allez voir l'index review. Bon, heureusement on l'avait pas fait, mais voilà, honnêtement, vraie doléance, je trouve ça pas top d'avoir quasiment 5 mois après la sortie de la version des Battle Tomes qui sortent, qui sont quasiment des reprints d'index. Bon, ceci étant dit, il s'avère qu'on n'a pas fait la review de l'index, donc on va vous la faire une fois, mais voilà, quand même, gros point noir. Pour être tout à fait honnête, si vous comptez acheter ce bouquin exclusivement pour les règles, bon, je pourrais pas vous en dissuader, mais voilà, c'est peut-être pas le plus intéressant. Comme on l'a dit en début de vidéo, la partie lore, la partie Path to Glory, la partie figurines, etc. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Et point encore plus noir que Skaven et Stormcast, c'est que Skaven et Stormcast avaient quand même de nouvelles entrées, même si le reste était un peu statique. Là, vous allez voir, les battle formations, c'est les mêmes, les sorts, c'est les mêmes, les war scrolls, pour ceux qui sont restés, c'est quasiment les mêmes partout. Donc voilà, gros point noir. Voilà, moi, je suis pas fan de ça. C'est quand même des BT qui valent 47,50 €. Ouais. Bon, ça pique pour avoir un code pour pouvoir le mettre dans l'application.
Non, puis à noter quand même que pour ceux qui ont joué à la V3, Games a quand même repris des mécaniques qui existaient à la V3. Ouais. Donc même ce qui est nouveau par rapport à l'index est entre guillemets du réchauffé existant de fin de V3. Et personnellement, ça rajoute une petite saveur au fait que c'est un peu décevant à mon sens ce que nous propose Games en termes de nouveautés pour ce début de version. Très d'accord, et peut-être que ça explique un petit peu ce début de version un peu poussif. Oui, tout moteur diesel, on chauffe le moteur. Exactement, donc c'est parti, on a fait un petit peu notre pas contentisme, on va attaquer tout de suite les battle formations, on va commencer avec la première, Legion of Chaos, donc c'est un passif qui vous dit que lorsque vous avez au moins un héros Warrior of Chaos et un autre qui est soit démon, soit Dark Hero, vous allez rajouter 2 à l'OC des Slave to Darkness tant qu'ils contestent des objectifs qui sont entièrement en dehors du territoire ami. Oui, bon, c'est pas très bon dans la mesure où... non, mais c'est pas très bon dans la mesure où déjà l'effet plus 2 OC, c'est pas incroyable. On a beaucoup de mécaniques dans le sens où c'est du plus 3. Ouais. Là, c'est plus 2. Ça vous demande d'avoir en condition 2 héros très spécifiques vivants sur le champ de bataille. Donc, dès le moment où vous allez en perdre un, si vous en avez qu'une doublette, vous n'aurez plus l'effet. Et en plus de ça, on vous rajoute une condition sur Wholly Outside, donc Friendly Territory. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de scénarios où ça représentera un ou deux objectifs, dépendamment de où se trouve le territoire. Donc c'est clairement une battle formation que vous ne verrez presque jamais sur table. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai envie de dire qu'une fois sur deux, ça va être anti-synergique avec le fait d'avoir la sombre apothéose. Ouais. Puisqu'en fait, si vous avez un Warrior of Chaos, maintenant il est démon. Bref, on va pas se mentir, c'est pas fou. Il y a la deuxième qui est celle qu'on voit la plus souvent, mais un peu par défaut, en réalité. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une des grosses doléances que j'avais déjà sur cet index, c'est que les battle formations STD n'apportent pas de style de jeu. Il n'y a pas de mécanique qui joue autour des charges, il n'y a pas de mécanique qui joue autour du mouvement. Grosso modo, c'est en fait, je vais prendre des objectifs, donc quitte à prendre des objectifs, autant mettre des BM aux mecs qui sont dessus. Ouais. Donc c'est un peu l'allégeance par défaut. Je vais vous la faire tout de suite. Grosso modo, à la fin de vos tours, vous pouvez mettre un token sur les objectifs que vous contestez, et à la fin de chacun de vos tours, sur un 2+, avec un des 3, vous allez mettre des blessures mortelles aux unités ennemies qui sont sur ces objectifs qui ont été marqués précédemment au cours de la partie. Ouais. Bon, en termes de lore, c'est rigolo, hein, c'est concrètement, vous désacralisez les objectifs où vous avez été présent. C'est la politique de la terre brûlée. Exactement. Putain, t'as vu, je suis culturé un peu. C'est vrai. En jeu, c'est honnêtement plutôt bon. Ouais. Pour peu que vous n'oubliez pas de le faire. À tous les parties. J'oublie tout le temps. Pendant un tournoi entier. Ah ouais? Ça arrive à quelqu'un, ça? Non. Pour autant, en fait, ce qui moi me dérange, c'est qu'en fait, on le prend par défaut et que ça n'a entre guillemets aucune saveur. Ouais. Je veux dire, c'est inintéressant en termes de gameplay, c'est mécanique. Vous allez pas aller sur un objectif spécifiquement pour aller le maudire parce que vous allez gagner un effet. C'est vraiment bon, je suis dessus, il est pas maudit, je vais le maudire. C'est ça. Peut-être que ça va avoir un effet à un moment si je ne l'ai pas oublié. Voilà. En fait, je trouve que ce qui est assez révélateur, c'est que finalement, c'est une sous-allégeance qui ne va modifier en rien la création de votre liste. Et le gameplay. Voilà. Donc, c'était par défaut peut-être la plus polyvalente, la plus intéressante. Ça le restera si vous spammez pas du Prince Démon. On va maintenant passer à la troisième, 10 spoiler, qui pour le coup était assez cool en V3. Qui est un petit peu disparu, qui vous dit que une fois par tour, après avoir tapé avec un Prince Démon, vous pouvez prendre une unité non-héros, monstre ou bête entièrement à 12 et la faire taper dans la foulée. Bon, on va pas se mentir, on va juste déjà vous dire qu'il y a plus Soul Grinder dans le BT, ouais. Donc voilà. En fait, je suis parti trop tôt. C'est pas un BT où il y a vraiment beaucoup de beasts ou de monstres forts, non-héros à faire taper dans la foulée. Bon, si vous voulez faire taper vos Raptorix, voilà. Je sais pas quoi dire. C'est mauvais. On avait déjà pas beaucoup de monstres éligibles. On a perdu le Soul Grinder qui avait le mérite d'exister même si personne ne le jouait parce que la figurine faisait très Warhammer 40 000. Ouais. Et 2, ça a jamais été viable pour une raison qui moi m'échappe parce que je trouvais quand même la figurine hyper classe même si c'était plutôt empreinte Warhammer 40 000. Ouais. Parce que c'est des pattes de Defiler, etc. Bon, on l'a perdu. Donc ça nous laisse, comme tu l'as dit, soit des bêtes anecdotiques, soit des bêtes qui ne vont pas au corps à corps. Bon voilà. C'est faiblard. Je pense que vous ne verrez jamais cette belle formation. Ouais, honnêtement, c'est juste trop mauvais. Et on passe à la dernière, la Dark Oath Horde, qui vous dit que si vous avez un Dark Oath héros sur le champ de bataille, vous pouvez prendre une unité non héros et non unique Dark Oath
une fois par armée à vos phases de mouvement, et sur un 3+, vous pouvez la ramener moitié effectif via les bords de table et compagnie. Ouais, bah ça c'est pas mal. Alors le problème c'est que c'était Notez déjà... qu'on peut ramener les unités à 3 pouces, hein, Ouais. Ce qui est fort. Ce qui est fort. Le problème de tout ça, pourquoi on jouait pas en index? Bah déjà parce qu'en fait les Dark Oath, globalement on jouait avec les Fell Riders, et pour rentrer des Dark Oath, il faut un War Master, ou un héros Dark Oath. Les héros Dark Oath ne synergisent que si vous spammez du Dark Oath. Donc avant, on en rentrait pour les flancs éventuellement avec Archaon, avec l'ami Be'lakor. Maintenant, on a toujours le même problème en fait, c'est que des War Master, il n'y en a pas 10 000. Ouais. Ça sera ces deux-là. Mais bon, on a quand même plus de synergie avec les Dark Oath, c'est-à-dire que on a quand même les marques, on a les étendards, on a le Pass Glory qui fonctionne sur les héros Dark Oath. Donc pourquoi pas voir arriver des petits bataillons de Dark Oath dans les listes, avec un héros monté, avec des Fell Riders, avec un gros pack de vin qui va venir creep pour pas trop cher la table. Ouais. Donc je ne jetterai pas tout de suite cette allégeance. L'effet est bon. Et honnêtement, à voir en principe, mais faire par exemple sur un 3+, repop 10 Dark Oath parce que vous aviez un pack de 20, ou 3 Fell Rider parce que vous aviez un pack de 5, pour reprendre un objectif, c'est quand même très honnête. Ouais, Donc, honnêtement, c'est bon, hein. ouais, Genre, j'aime on vient à 3, on peut charger, c'est quand même des unités. En fait, c'est des unités de potentiellement, sur les Fell Riders, c'est des unités de flanc qui ont tendance à prendre le dessus sur les unités de flanc adverses. Ouais. Honnêtement, c'est bon, il n'y a pas à dire, c'est bon, on en verra sûrement un petit peu plus. On a donc fini des battle formations, on va attaquer tout de suite les optimisations, on va commencer avec les traits héroïques. Alors, on a dit qu'ils n'avaient pas changé, en fait, ils ont changé pour s'adapter à la nouvelle mécanique d'œil des dieux. Le premier, qui avant vous disait qu'au déploiement, vous preniez une unité héros qui faisait un jet sur son œil des dieux. Maintenant, il va gagner 3 points de sombre apothéose. Ouais. Bah écoutez, si vous avez un héros éligible à faire la sombre apothéose, et que vous n'avez pas de monstre, parce que sans spoiler, le dernier effet est le même qu'avant, qui permettait de soigner des monstres, on en reparlera après, pourquoi pas? Parce que par défaut, et parce que en fait, si vous ne le prenez pas, ça va être très dur d'obtenir vos 8 points de Dark Rituel en fait. C'est clair. Donc, bon, voilà. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup de saveur, je trouve. On va passer au suivant, qui vous dit qu'une fois par bataille, à n'importe quelle phase de combat, vous pouvez utiliser 2 Fight Ability sur votre héros, en sachant que la deuxième fois, c'est un Strike Last. Ok, on arrive un peu dans le syndrome Stormcast Eternal, qui consiste à dire que vous avez des héros non nommés qui ne sont globalement pas des gigacogneurs. Donc en fait, frapper 2 fois, c'est bien. Ouais. Vous allez sûrement frapper 2 fois parce que vous êtes tanky, donc vous allez pouvoir tanker le temps de vous réactiver. Bah, le problème, c'est que globalement, en double activation, vous allez faire 10 attaques, Rennes-1, dégâts 2. Bah super, mais vous allez rien tuer à part des cordons. Ouais, donc bon voilà, après on peut se dire que ça peut bénéficier au Prince Démon une fois qu'il est arrivé. Bon, ça paraît quand même un petit peu chéros parce que si on prend ça, ça veut dire qu'on prend pas les 3 points de sombre apothéose. Et donc au final, ça va pas être simple de le ramener suffisamment tôt, c'est-à-dire je pense des 3 grands max pour que ça soit rentable. On passe au dernier qui est celui qu'on voyait tout le temps. Grosso modo, pour les unités entièrement à 12, vous allez sur un 3+, soigner de 1 ou soigner de 3 si vous êtes Archaon. Ou Be'lakor. Ou Be'lakor. Non, bah concrètement, c'est probablement le trait qu'on verra dès le moment où vous jouez Archaon ou Be'lakor. Simplement parce qu'entre l'éthéré de Be'lakor et entre la tankiness naturelle d'Archaon, soigner de 3, c'est très fort. Ouais. Alors à noter qu'on l'a pas abordé, mais la tankiness naturelle d'Archaon sur l'index. Oui, parce que maintenant qu'il a perdu son moins 1 blessure, c'est compliqué. Voilà. Plus compliqué. Voilà, donc des traits héroïques qui n'ont pas trop changé. On va passer tout de suite aux artefacts. Le premier, l'Infernal Puppet, qui vous dit que vous allez prendre une fois par partie un sorcier à 24 qui va prendre des 3 blessures mortelles à chaque fois qu'il lance un sort. Ouais, tout à fait. Bon, c'était... Pardon. Qu'il use spell ability, donc il n'y a pas besoin de lancer le sort. Il jette les dés, il dit je lance un sort, bam, des 3 BM. Exactement, et si jamais il est tué par cet effet, le sort n'est pas lancé. Dans le principe, c'est sympa. C'est sympa parce que ça reste une menace. En réalité, ça sert plus contre les petits héros que contre les gros. Parce qu'en fait, un Nagash, bah, il va dire bah c'est bien, vas-y, mets-moi tes 5 des 3 BM. Je me soigne après. Je me soigne après, je fais un rallye et j'en ai rien à faire. Et en plus, j'ai une ward. Par contre, sur les petits héros, avec par exemple, on va penser au Gloomspite, on va penser même au Slave to Darkness. Ouais. Quand vous dites à l'adversaire, bah écoute, t'as qu'un sort et si tu le jettes, tu peux prendre des 3 blessures mortelles. Alors le gars il est là, bon, s'il a pris déjà des PV sur un fiasco, sur une place de pouvoir, ouais. etc., ça peut vraiment le loquer un peu. Et en réalité, de toute manière, les autres artefacts sont tellement nuls
que c'est probablement celui qu'on va prendre tout le temps. Ouais, on va passer au deuxième, qui est la couronne du conquérant, -5 à l'OC sur les unités d'infanterie lorsque vous êtes en mêlée avec elle. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas, mais la question c'est, en fait, il n'y a pas beaucoup de candidats pour avoir ça. Bah, Le Chaos Lord sur Karkadrak, grosso modo. oui, donc c'est un artefact qui est plutôt honnête, on met -5 à l'OC, donc ce qui est assez confortable. Malgré tout, le héros en question aura sûrement un OC de 2, donc en fait, globalement, ça sera pas suffisant. Juste pour aller voler un objectif, il faudra charger et taper, mais pourquoi pas. Ouais, et enfin, le dernier, qui est une synergie avec les décors. Donc vous allez prendre un terrain qui est entièrement à 12 et qui n'a pas le mot-clé Obscuring. Vous allez infliger des blessures mortelles pour toutes les cibles qui sont Within 1 sur un 5+. C'est bien contre le tir. Maintenant, on est dans un système où, en tout cas, en jeu à égal, on a des layouts proposés par Games Workshop avec systématiquement des forêts, sauf certains scénarios très spécifiques. Ce qui fait qu'en fait, on a déjà nos obscurings. Donc en avoir un deuxième, je suis pas foncièrement convaincu de l'utilité de l'artefact. On ira probablement chercher les 2 premiers. Ouais, c'est pas évident à setup en plus, puisque c'est en face de héros, donc ça veut dire qu'il faut être à 12 du décor, l'adversaire le sait, il va pas s'amuser à mettre 40 goules à côté. Ouais. Bon, et puis au pire, je vais te dire, globalement, il s'avère que la horde, en général, c'est du PV pas cher, donc finalement, se prendre des BM, c'est pas la mort non plus. Ouais. Bref, sauf pour les Night Haunt, mais ils n'ont pas ce problème-là. On va maintenant passer au domaine de magie. Plot twist, et les amis, il a pas changé. On va commencer avec le premier, le Unlimited, valeur de lancement de 5. Vous allez prendre une cible à 12, vous lui mettez 3 BM flat, et si vous vous loupez, vous en prenez des 3. Oui, c'est super fort. Déjà parce qu'au tour adverse, vous le lancez sur du 6, donc à 5, -1, donc 6. À votre tour, c'est une vraie menace. 3 BM flat, ça permet souvent de finir une petite unité relou là, que vous n'avez pas réussi à tuer au corps à corps, et qui va vous déloquer votre unité, voire même vous faire une tactique facile, etc. Ouais. Donc c'est un excellent sort, et en fait à valeur de lancement de 5, comme vous allez souvent avoir des bonus via votre Nexus Chaotica ou des places de pouvoir, c'est très rare de se prendre les dégâts. Donc bon, à noter que si jamais vous ratez et que vous faites un fiasco, tant pis pour vous. Oui, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Et on va passer au suivant, Binding Damnation, donc qui est un très bon sort, mais qui pour moi relève d'une incompréhension par rapport à ce qui est sorti depuis. Grosso modo, c'est un fight last à 12 pouces jusqu'à votre prochain tour sur du 7. En soi, c'est bon. Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi les Skaven, c'est à 18 et sur du 6. Je comprends pas. Ouais, oui, faut pas chercher à comprendre. Alors, très honnêtement, c'est un sort qui est extrêmement puissant. Le Fight Last, c'est une mécanique qui est très puissante. D'autant plus dans un Battle Tome où en fait vous avez des occurrences de Fight Last via votre double activation. Donc si vous vous arrangez, vous allez pouvoir faire en sorte en fait d'activer votre Fight Last avant le Fight Last adverse, ce qui est pas toujours simple mais qui peut être fait. Maintenant c'est à 12. Donc en fait, on va pas se mentir, il faut le jeter avec soit un Be'lakor, soit un Archaon, parce que c'est les seuls sorciers qui sont devant. Votre sorcier du chaos, s'il le jette à 12, c'est que probablement vous êtes déjà un peu dans le caca. Ouais. Parce que bon. Sauf si vous avez la marque de Zench maintenant, en vrai, il peut avancer un petit peu plus qu'avant quand même. Il peut être agressif et essayer d'aller le mettre, mais ça reste sur du 7. Et si vous avancez, vous perdez votre Nexus Chaotica, vous perdez votre place de pouvoir, etc. Bon, donc ça sera du défensif, et au tour adverse, c'est sur du 8, quoi. Sur du 8 et sans bonus de lancement, sauf place de pouvoir, ce qui commence à faire des conditions et un peu de chanceux. Donc c'est un bon sort, mais comme tu le dis, quand tu vois ce que les Skaven ont, tu comprends pas trop. Exactement. Et enfin le dernier, Demonic Speed. Grosso modo, vous prenez une unité entièrement à 12, vous lui mettez une charge à 3D avec une valeur de lancement de 7. C'est très bon, mais c'est moins automatique d'aller le chercher maintenant qu'on a la marque de Slanesh. Maintenant, ça vous permet de foutre ça sur plusieurs unités, potentiellement 3 au T1, parce que la bannière ensorcelée, la marque à votre tour, plus ça, potentiellement T1, vous avez 3 unités qui chargent à 3D. Ouais, moi ce que j'apprécie, c'est justement parce qu'avant l'adversaire, en fait, je sors d'un tournoi il y a pas longtemps, votre adversaire, en fait, il prend son mètre ruban, il mesure vos élus, il fait ok, donc si je me mets à plus de X. C'est 23, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Hein, en tête, moi j'ai 23. Je sais qu'il faut se mettre à 23 des élus. En fait, c'est 5 qui charge à 3d6. C'est 23,5, plus de 23,5. Ouais. Donc en fait, votre adversaire mesurait et faisait tu ne me chargeras pas. Et là, vous pourrez faire attends, parce que j'ai mes Pharaons de Guard, j'ai mes élus et j'ai mes Chevaliers du Chaos. Donc potentiellement, tu te mets à portée d'une charge de 3d6. Donc ça offre du choix. Et je trouve que c'est très bon dans ce début de version où on n'a pas vraiment de choix en fait. Ouais, exactement. Donc,
grosso modo, pas vraiment de nouveauté si vous étiez déjà joueur Slave to Darkness. Modulo les règles d'allégeance qui ont changé et à mon sens en vraiment bien. Oui, ouais, tout à fait. Avec cette petite doléance qui en fait c'est du réchauffé de l'ancien Battle Tom, mais c'est des mécaniques qui étaient intéressantes, donc c'est dommage de les avoir perdues, c'est tant mieux de les récupérer. Ouais. J'émets juste un doute sur les mécaniques de la gloire noire qui vous transforme en prince démon, parce que je pense que dans les faits c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça rajoute du peps, c'est très sympa, et je trouve ça bien mieux que ce qu'on avait dans l'index. On attaque donc tout de suite l'ensemble des War Scrolls, on traitera après le décor et les manifestations. Alors à noter les amis, nous n'avons pas l'autorisation de Games Workshop pour vous parler des points, donc on le fera pas. Maintenant on se permettra des petits commentaires potentiellement sur les unités qui ont beaucoup changé, pour se dire que effectivement, selon leur coût en points, ça change complètement leur utilité, on pense notamment à Archaon. A noter aussi que, on préfère vous le dire tout de suite, les deux versions des Manticores ont disparu, donc le Chaos Sorcerer Lord et le Chaos... c'est le héros, ouais, quoi, le champion. héros de corps à corps sur Manticore a disparu. Le Chaos War Shrine a disparu. Ça, j'avoue que je suis un peu tristesse parce que, déjà je l'avais. Et bon, voilà, je comprends pas trop. Honnêtement, c'est un War Scroll qui était encore intéressant. Et surtout, c'était un châssis atypique de héros... plutôt totem, etc. Donc ça a disparu. Et si on dit pas de bêtises, le Soul Grinder aussi a disparu. Donc 4 entrées qui ont disparu. Je trouve ça dommage. C'est-à-dire que littéralement, on est sur un War Scroll ou sur un Battle Tom où il y a moins de choses qu'avant. Il y a moins 4 battles, il y a moins 4 War Scroll. Voilà. Donc, et on a gagné un modèle de sorcier du chaos quand même. Un modèle. Un modèle. Voilà. Donc honnêtement, moi c'est vraiment ça, j'ai du mal. Je sais, les joueurs sacro-saints vont me dire t'avais dit que c'était pas grave, faut rester eux. C'est vrai, mais à coup pas. Maintenant que ça m'arrive, je me sens lésé. Donc c'est parti les amis, on attaque tout de suite les War Scrolls. On va commencer tout de suite avec Archaon. Donc Archaon, c'est un War Master, sorcier de niveau 2, Ward A5, ça va pas changer. À noter qu'il est Warrior of Chaos, donc pour plusieurs synergies ça peut être assez intéressant. Pas la peine de vous raconter qu'il est unique. Le châssis est le même, 14 PV, save à 3, 25 points de vie, 10 de contrôle. Les mêmes profils de corps à corps qu'avant, à savoir que c'est quand même une plutôt bonne meuleuse mais avec une variance colossale. Parce que en fait il a pas énormément d'attaques, qu'il est maintenant anti-héros plus un reine, donc c'est quand même assez sympa. A noter par contre, au niveau de ses règles, qu'est-ce qui a changé? Archaon du coup évidemment ne choisit plus de marque au début de la partie, donc le fameux il y a moins un bless sur lui en permanence, c'est fini. Donc mine de rien c'est énormément de tankiness qui disparaît, on va pas se mentir. Il a toujours ses rampage, soit pour mettre des blessures mortelles, soit pour croquer un mec, soit pour croquer d'ailleurs, qui est très cool pour se soigner, soit pour manger une manifestation et infliger des blessures mortelles. Il a toujours la tueuse des rois et il a toujours l'œil d'Etcheran. Bon. Ouais, à noter quelques doléances pour ce War Scroll qui a tendance à être généralement très cher. Qu'en fait on a une variance phénoménale sur quasiment toutes ces règles. On a des profils de corps à corps avec une perforation qui est très faible dans une méta où en fait l'armure est globalement omniprésente. Et donc en fait on se retrouve vite à avoir une pièce maîtresse qui est capable de faire 0 comme qui est capable de faire 45. Ouais. Et ça c'est extrêmement frustrant pour vous comme pour votre adversaire. On l'a vu en premier rapport de bataille avec Jim, j'arrive sur un pack de Hard Boys en save à 2. Premier tour je mets 3, deuxième tour je mets 27. Ouais. Voilà, plus un mec que je croque, donc au final 29. C'est ça. C'est tout le problème d'Archaon qui est capable de vous laver un pack entier comme qui est capable de ne pas tuer un troll. Ouais. Et on a cette mécanique de l'œil de Shirian qui, à mon sens, c'est très personnel, ce que je veux dire ne devrait pas exister, parce que très frustrante dans un sens comme dans l'autre. Je dis concrètement, donc c'est toujours la même mécanique, de 1 à 3 votre adversaire a le tour, de 4 à 6 vous l'avez. Et comme, si vous avez un double tour, comme vous n'avez pas choisi, vous gardez votre tactique, ce qui est très fort. On se retrouve quand même dans des matchs, des games, voilà, ou des parties où simplement, si vous faites pas votre 4+, ça vient vraiment freiner votre plan de jeu parce que vous êtes une armée d'agression. Si vous savez que votre adversaire a le tour, vous allez jouer très légèrement en termes d'agression parce que vous savez que vous n'avez pas le tour. Et si vous avez le double tour, vous allez juste faire un rush all-in dans l'adversaire et la partie peut vite se clôturer rapidement. Donc moi j'ai une petite doléance là-dessus. J'aurais bien aimé que Games je trouve une mécanique plus équilibrée. Et un peu moins game breaker, mais dans un sens comme dans l'autre, qui crée énormément de frustration. Ouais, très d'accord.
On va maintenant attaquer les deux versions des Gaunt Summoner. Alors, avis très perso, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle mise en page qui est beaucoup plus claire, je trouve. On n'a pas forcément besoin de voir les unités, à mon sens. Et là, on a tout qui est un petit peu plus condensé. Donc, assez sympa. Deux châssis, le Gaunt Summoner piéton, 5 de move, 5 points de vie, 2 de contrôle, 6 de save. Son copain sur 10, c'est 14 de move, save à 4. 2 de contrôle, 6 points de vie. Leur profil de corps à corps, c'est pas spécialement la peine d'en parler, leur profil de tir non plus. Grosso modo, ils ont tous les deux des aptitudes qui leur permettent de setup une unité en frappe en profondeur, enfin en Silver Tower pour être tout à fait précis, et de les resetup entièrement à 12 à plus de 9 des unités ennemies, avec 2 sorts particuliers. Le mec sur disque, il a un sort à 7. Il prend un héros avec lequel il est en mêlée, il prend sa caractéristique de point de vie, 2d6 s'il fait plus, rendez-vous dans la Silver Tower. Et tu reviendras jamais. Et de l'autre côté, ça donne un setup un petit peu amélioré puisque c'est entièrement à 18 et à 7 des unités ennemies. Oui, bah je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la version sur disque a une belle mobilité, est un sorcier de niveau 2. Ouais. L'aptitude qui permet d'avoir la tour argentée et de faire arriver en fait. La Silver Tower, s'il te plaît. Ah bon? Ça n'a pas été. Ok, très bien, la Silver Tower. Et d'arriver sur le champ de bataille, pourquoi pas? Son sort est anecdotique. Le fait qu'on ne puisse pas remplacer un héros qui a été tué par ce sort est aussi anecdotique, parce que des héros qui reviennent, il n'y en a pas 40 000. Je crois qu'en tête, j'en ai 3 en tête. Donc, dont certains qui ne peuvent pas être tués par ce sort parce qu'on ont plus que 12. On pense à l'Ariel. Mais par contre, ça reste quand même une occurrence de sorcier niveau 2 avec une belle mobilité, qui tape correctement, et qui peut setup une unité dans un BT où, sur un double tour par exemple, on peut être setup et le tour d'après avoir une charge à 3d6, donc ça veut dire quand même avoir une belle projection, une belle potentialité d'agression. Ouais. À noter d'ailleurs que si on met par exemple la bannière de Slaanesh dans une unité qui est en réserve, ça veut dire qu'en fait vous pouvez être setup et charger à 3d6. Ouais. Ce qui potentiellement peut être pas trop dégueu sur un pack d'élus ou quelque chose comme ça. C'est ça. En fait, ça change un petit peu d'avant dans le sens où on peut plus, comment dire, il faut que les unités soient sur la table pour les marquer, etc. Donc, en fait, vous serez obligé de passer par la bannière ensorcelée. Je trouve ça assez cool d'avoir fait ça comme ça. Ça oblige à investir une optimisation unique. Bon, voilà, il y a des petits trucs à faire sympathiques. Maintenant, on n'oublie pas, vous allez vous setup, le redeploy maintenant c'est une fois que vous avez fini vos mouvements. Si le mec il claque son 6, en fait même si vous avez setup à 7, faut quand même passer un bon gros 13 avec 3D, c'est pas non plus forcément évident. Donc grosso modo, il y a quand même des trucs assez sympas à faire. On imagine notamment, comme tu as dit, avec des packs d'élus qui peuvent être en fait avec une marque de Slaanesh. Enfin, pas une marque, une bannière de Slaanesh. Ouais. Honnêtement, ça peut être des nouvelles manières de jouer qui sont assez sympathiques et amenées par les bannières ensorcelées. En tout cas, moi ça me fait peur, ouais. Effectivement. Le fait de me dire qu'en fait je peux avoir un gars qui va être à plus de 32 mois, caster son sort tranquillou, faire une course auto, puis utiliser une marque de Tsench au hasard pour se TP de 2d6, puis ensuite setup l'unité d'élu à 18, à 7 de mois, qui va pouvoir charger à 3d6. Ouais. Et avoir une attaque en rab. Avoir une attaque en rab, se double activer. Bah les gars, j'espère que vous êtes bons. Hein. Ouais, va falloir être bon sur le redéploiement. On attaque maintenant l'ami Abraxia, donc son châssis est resté sensiblement le même, 10 de move, 14 points de vie, save à 3, 5 de score de contrôle. Au niveau du close, c'est quand même une bonne meuleuse en charge et contre les héros, ça peut faire quand même du gros dégât en moins 3-3. Elle a une belle bestiole avec elle. Au niveau de ses aptitudes, elle a une aptitude emblématique qui dit que les Varanguard, lorsqu'ils sont entièrement à 12 d'elle, peuvent utiliser la double activation sans taper en fight last. Elle a également un rampage qui lui permet de prendre un héros en phase de combat et sur un 3+, de lui mettre moins une attaque sur ses profils d'armes de mêlée. Elle a une aptitude également en phase de combat qui lui fait jeter un dé sur un 1 et prend un dégât. Sur un 2, il n'y a pas d'effet. Sur un 3-5, vous allez avoir plus un dégât sur les attaques de son arme. Et sur un 6, vous allez avoir du crit mortal sur cette arme. Ça commence à faire beaucoup. Et enfin, elle a l'ancien sang bouillonnant des Magma Drought qui dit que lorsqu'elle prend un dégât sur un 4+, vous prenez une blessure mortelle. Oui. Eh bien, bon, c'est un running gag, mais un War Scroll qui a encore bien changé. Non, bah concrètement, c'est le même War Scroll, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a une belle mobilité, elle frappe fort, pour le coup. Ouais. Elle tank bien, parce qu'elle est nativement en 3+, 5++. Son effet de retirer le Strike Last avec les Varanguard, c'est bien, mais je pense sincèrement qu'elle est jouable même sans forcément avoir des Varanguard dans la liste. Elle se suffit à elle-même, c'est juste une énorme meuleuse. Donc c'est une figurine qui est super, qu'on a vraiment pas trop eu l'occasion de voir sur table. Un peu à cause d'Archaon hein, au final, parce que c'est des profils de gros cogneurs assez tanky, sauf que Archaon se payait le luxe d'être marqué, ce qui en fait lui donnait une tankiness absolument débile, hormis le fait qu'il est
50% de PV en plus, mais le moins 1 blesse était monstrueux. Là, finalement, je pense que ça peut la faire revenir. Ouais, tout à fait. Surtout que je trouve que là, ça devient intéressant. On va pouvoir avoir quand même pas mal d'unités qui vont aller impacter fort avec les marques, avec les bannières ensorcelées, même si c'est pas métable sur les Varanguard. Honnêtement, je pense que c'est un châssis qui remonte un petit peu. On enchaîne avec les Varanguard, donc la Varanguard qui n'a absolument pas changé. 10 de move, 5 points de vie, save à 3, 2 de score de contrôle. Les attaques, donc 3 attaques en 3-3, moins de 2. Crit mortal et charge plus 1 dégât. Et les attaques de sabot des compagnons, ils ont 3 attaques en 4-3, moins 1-1. Une fois par partie, cette unité peut double activer en ayant un Strackless sur la deuxième activation. A noter que cette unité n'a pas de bannière, du coup elle peut pas avoir de bannière ensorcelée, néanmoins elle peut être marquée et donc avoir une marque de Slanesh native ou une marque de Khorne native, ce qui est quand même assez cool, parce que mine de rien les attaques de Demon Blade, on les avait avant en plus d'une attaque uniquement en charge quand on était marqué de Khorne, maintenant c'est tout le temps, et même quand on est à l'arrêt, ça envoie quand même quelques petits parpaings quoi. Ouais, ça envoie du parpaing, et puis comme de toute manière votre marque se fait en phase de héros, si je ne dis pas de Ouais. bêtises, vous allez pouvoir lancer vos sorts pour voir si vous avez votre Demonic Speed par exemple, et dans ce cas-là vous direz ah ah, je suis marqué de Khorne, et si vous le ratez vous allez faire ah ah, bah non moi c'est Slanesh. Donc, J'adore Slanesh. J'adore Slanesh, courir vite, you. Donc non bah c'est bien, c'est-à-dire que les Varanguard ont toujours été cette unité marteau enclume, ce que vous voulez, et les deux en même temps probablement. Ouais. En marqué de Khorne, même par 3, ça fait une saturation, mais d'une débilité. C'est capable de tuer 12 gloutons, par exemple, En double active. en double active. Et donc, ce qui était l'occurrence de sa KPV la plus importante jusqu'au dernier index. Ouais, et c'est après, vrai, ouais. Donc, ça reste une très bonne unité, et c'est très cool, parce que juste, on adore les voir sur table. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on adore les voir sur table, mais pas forcément en 2x6 ou 3x6. Donc là, ils ont vraiment leur rôle, et avec les marques encore plus. Ouais, c'est clair. Honnêtement, super intéressant. On enquille avec l'ami Be'lakor. Donc, Be'lakor qui n'a quasiment pas changé. 14 de move, 14 points de vie, save à 4, éthéré, 10 de score de contrôle. Avec une Ward Assist, c'est un sorcier de niveau 2 qui cogne extrêmement bien au corps à corps. Donc, il a 8 attaques en 3-3, moins de 2 en crit auto wound. Et ses attaques de close, donc 2 attaques en 2-2, moins de 2, charge plus 1 dégât. Quand même commence à être relativement fiable. Il a un sort qui est absolument monstrueux pour sa valeur de lancement de 6 et sa portée de 18. Je pense que c'est surtout ça. Ouais. Qui vous dit que vous avez moins 1 à la touche et vous n'avez pas les critical hits. On en a parlé tout à l'heure sur la bannière, je sais plus comment elle s'appelle, la première bannière. Sench. Non, la première bannière qui était en noir, etc. Dreadblade Banner. Voilà, honnêtement, c'était super bon. En fait, l'avoir sur un sort, que ça soit flex à 18, valeur de lancement de 6, c'est juste extrêmement bon. Il a toujours ses aptitudes emblématiques, à savoir que aux phases de combat ennemi, on peut prendre lui et 2 unités Slave to Darkness within combat range sur un 4+, saison Strike First. J'aime pas cette mécanique de 4+ Strike First, mais c'est extrêmement bon pour l'effet et pour le côté dissuasif. Et enfin, il a toujours son aptitude emblématique d'empêcher l'adversaire de jouer à la phase de héros adverse sur un 3+. Dès qu'il veut faire un truc, vous lui dites non, non, non. Donc grosso modo, un châssis qui était extrêmement bon, qui se discutait avec l'ami Archaon, dépendamment du nouveau coup en point de l'ami Archaon, je pense qu'on va voir encore plus de Be'lakor. Ouais, bah je pense qu'il sera inclus dans toutes les listes. Je pense qu'il était déjà meilleur avant. Pour 2 fois moins de points, ouais. Avant ce Battle Tom. Et comme il a absolument pas changé en termes de War Scroll, et qu'en fait on a vu qu'on avait une capacité à venir agresser avec plus d'unités, bah en fait une mécanique de Strike First sur 3 unités en l'incluant, bah, c'est juste très fort. Et puis il a une belle tankiness. On ira probablement chercher le trait héroïque qui permet de le soigner. Il est éthéré, bon bah voilà. Ouais, puis en plus, mine de rien, c'est des petites synergies, mais grosso modo, vous pouvez marquer des unités de Khorne à côté de lui, qui vont avoir le bonus de plus une attaque, même sans avoir chargé. Ouais, exactement. Donc en fait, il a juste factuellement gagné, là où son rival de l'or NBT, à savoir Archaon, a quand même perdu. Bon, c'est extrêmement bon. On enquille avec l'ami Eternus. Donc Eternus qui est un héros de cavalerie qui n'est pas Warrior of Chaos. Donc un nommé, 9 de move, 9 points de vie, save à 3, 2 de score de contrôle. Un profil de corps à corps tout à fait respectable qui cogne correctement lorsqu'il a chargé. Qui a 2 aptitudes, à savoir que si cette unité est morte,
On peut, sur un 8+, le ramener avec 2d6 à n'importe quelle phase de mouvement, rajouter 1 si on a bel accord qui est sur le champ de bataille. Et une deuxième aptitude qui est que lorsqu'une unité adverse déclare un ordre entièrement à 12, grosso modo sur un 5+, vous lui dites non. Et les PC ont quand même été dépensés. À noter qu'il y a quand même un petit truc supplémentaire. Si vous avez les légionnaires ou des unités de furie qui sont engagées avec cette unité, vous rajoutez 1 à votre jet de dés. Je pense que ça arrivera pas souvent. Mais c'est un côté quand même assez dissuasif qui est sympathique. Ouais, bah moi j'ai toujours aimé ce War Scroll, même dans l'index, parce que en fait c'est une occurrence de héros tanky, qui tape correctement en charge, sur lequel tu n'as pas envie d'envoyer des ressources, encore moins d'être loqué, Ouais. et qui en plus a un effet dissuasif du type tu redeploy, bah sur une chance sur 3 que ça marche pas. Ouais, contre-charge pareil. Ouais. Ouais, honnêtement, je trouve que ça fait partie des châssis qui ont été un peu sous-estimés en ce début de version, parce qu'en fait on était là, ouais c'est 9 PV en save à 3. Ouais, mais en fait en V4, 9 PV en save à 3, vous le sortez pas automatiquement quoi. Puis Ouais. en save à 3, si nécessaire en save à 2, Mm. c'est loin d'être anecdotique. Je suis d'accord, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Vas-y. A few years later. Il est l'heure d'aller voir le Centaurion Marshall. Quel beau jeu de mots. C'est un super jeu de mots, j'avoue, j'ai kiffé. Depuis le début, je pensais que c'était un Centurion Marshall et pas du tout. C'est un Centaurion Marshall. T'as compris pourquoi? Parce que c'est un Marshall. centurion romain. Exactement, D'accord. trop stylé. Donc 8 de move, 10 points de vie, save à 4, 2 dossés. Charge plus un dégât, 6 attaques en 3-3 moins 1-2. C'est un profil de à peu près de Prince Démon, je trouve, au corps à corps. C'est à peu près, je crois que c'est exactement le même d'ailleurs. Donc assez sympa. Il a une aptitude, lorsque vous le faites taper, vous pouvez prendre une unité de démon non-héros ou de chaos légionnaire qui n'a pas encore tapé et la faire taper dans la foulée avec un +1 pour toucher. Ouais, bah c'est une belle figurine. Hein. Non, mais C'est pas super synergisant. en fait le problème c'est que ça synergise avec une unité très spécifique, qui est l'unité de Bellacore, qui synergise de mémoire uniquement avec Ecternus. Il a un profil d'attaque qui est globalement le profil d'attaque d'un héros du chaos monté sans la monture, Ouais. alors que c'est un centaure. On aurait aimé qu'il ait peut-être une deuxième ligne de profil, je trouve. Tu vois, dégâts 2 ou quelque chose comme ça, un peu de trample. Et bon, je pense qu'on n'en verra pas. En plus, il ouvre pas. Si encore il avait un mot-clé type Darkov ou je ne sais quoi qui ouvrirait, Ouais. tu vois, des. Pourquoi pas? Parce qu'il a quand même 10 PV. Warrior of Chaos ou un des trucs quoi. Après, ça reste une cible, je dirais peut-être correcte pour le transformer en prince démon. Quand on en est à chercher ça dans un War Scroll, c'est qu'on est quand même pas sur. Ouais, c'est un peu tristoun. C'est un peu tristoun. En fait, c'est un pur châssis de synergie avec des unités qui sont finalement pas énormément jouées. Ouais. Bon, bah forcément, c'est moins intéressant. Tout à fait. On attaque tout de suite un des War Scrolls qui a changé, à savoir le Prince Démon, qui pour le coup est quand même assez intéressant. Donc, dans sa mouture de base, 8 de move, 10 points de vie, save à 3, 5 de score de contrôle, des attaques en crit mortal avec 6 parpaings en 3-3, moins 1-3. Vous n'allez pas tuer des élus, mais vous allez tuer des écrans et des trucs qui sont là pour mettre des battles tactiques. Il a surtout un point hyper intéressant. Vous pouvez lui donner une marque du chaos à la composition de l'armée. Bah en fait, ça c'est con à dire, mais littéralement vous gagnez un tour sur le principe de marque, etc. Donc c'est juste très bon. Il a la possibilité d'être équipé soit avec des ailes pour avoir 10 de move et le vol, soit d'avoir un petit bonus pour mettre un petit peu plus de dégâts. Et surtout, à n'importe quelle phase de combat, sur un 4+, il strike first, encore une fois. J'aime pas cette mécanique, mais force est de constater que c'est bon, parce que taper first avec ce genre de profil, ou avoir un côté dissuasif, et bah c'est pas mauvais. Ouais, donc un War Scroll qui a quand même changé, parce qu'on n'a plus la même mécanique des dieux, donc forcément avoir un prince démon qui est censé en prince démon, c'est moins fort. Maintenant il est marqué d'emblée, et ça faut avouer que c'est quand même très fort dans cette nouvelle mouture du Battle Tome. Ouais, il l'était avant aussi. Oui. Mais bon, c'est vrai que c'est fort parce que ça permet de le marquer dès le début et donc de le mettre sur une autre unité, hein, on l'a compris. On va souvent jouer avec des ailes pour la mobilité, parce que le moins 1 perf contre les héros est anecdotique. Ouais. En fait, globalement, les héros tanky, il n'arrivera pas à les tuer, et les héros satellites type sorcier, il va déjà les découper. Donc on prendra systématiquement, je pense, les ailes, ce qui permet de jouer un petit peu avec le power through, parce que 10 PV c'est pas anecdotique. Ouais. Donc non, c'est un bon War Scroll. Ouais, finalement, alors la seule doléance, c'est que Korn, c'est pas incroyable sur lui. Non. On va pas se mentir, il a un seul profil d'attaque. Nurgle, ça lui file une ward à 5. C'est pas horrible, mais bon, je pense qu'il y a mieux. Zench, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire.
Et par contre, Slanesh, bah en fait, c'est mécaniquement bon parce que vous allez avoir un truc qui bouge de 10 avec le vol, qui peut charger à 3d6. Rien de spécial à dire, quoi. Oh, c'est un bon War Scroll. C'est clair. On attaque maintenant les deux versions montées des Chaos Lords. Le premier sur Monture Démoniaque, le deuxième sur Karkadrak. On va pas vous mentir, les deux sont plutôt pas mauvais pour des raisons un petit peu différentes. Et je pense que c'est particulièrement bon dans cette mouture du Battle Tom. On commence avec le premier sur Monture Démoniaque. 10 de move, save à 3, 8 points de vie, 2 de score de contrôle. C'est à peu près la même chose pour le mec sur Karkadrak puisqu'il a 1 de move en moins, mais il a 2 PV en plus. Au niveau de son profil de close, 5 attaques en 3-3 moins 2-2, charge plus 1 dégât, des attaques de compagnons qui sont pas folles, mais il a une capacité assez sympa. Lorsqu'il a tapé, il peut prendre une unité non-héros, donc Warrior of Chaos Cavalerie. Donc grosso modo, ça va être les Varangward ou les Chaos Knight, ce qui est quand même pas mauvais. Et il peut les faire taper immédiatement avec un +1 pour blesser. Tout à fait. +1 pour blesser jusqu'à la fin du tour. Ce qui est quand même assez rare, puisque ça veut dire que sur une double activation de Varangward, on va bénéficier 2 fois du +1 pour blesser, à l'inverse d'un all-out attack qui ne servira qu'une fois. Ouais. Bah, pour cette raison, et heureusement qu'il a cette règle, pourquoi pas Ouais. avec un pack de 6 Varangward. Je pense que c'est loin d'être déconnant. Après, c'est beaucoup de points. Ouais. Par contre, c'est un véritable rouleau compresseur avec qui sera en charge probablement à 3d6 ou alors en plus d'une attaque juste parce qu'on n'a pas accès à la bannière. Ouais. Donc honnêtement c'est bon, sa vraie difficulté ça va être d'être within combat range d'une unité de Varangward qui potentiellement va charger à 3D. Voilà, à voir. Le deuxième, le Chaos Lord sur Karkadrak, un profil de close que vous connaissez. Il a 2 aptitudes assez sympas, à savoir qu'à n'importe quelle phase de charge, ce qui veut dire la vôtre ou pour des contre-charges potentielles, il peut prendre des unités non héros, non cavalerie, Warrior of Chaos. Je crois que j'ai triché. Je pense que j'ai triché. Après vérification, j'ai pas triché, ça fait partie des changements entre l'index et le Battle Tom, puisque maintenant vous avez non cavalerie en plus, donc c'est fini, on peut pas avoir une unité de Varangward qui va charger à 3d6 plus 2, et ben voilà, c'est la vie, hein, c'est pas très grave, et ces unités vont avoir plus 2 à leur charge roll, pour des contre-charges c'est assez chouette, et enfin il a des dégâts d'impact, donc il prend 3 unités à 1 pouce, et sur un de plus c'est des 3 blessures mortelles. non, il a des compétences qui sont plutôt fortes. Il va venir donner de la mobilité à la charge à des unités d'infanterie. Dans un BT où on va avoir des occurrences de charge à 3d6, donc même quand on bouge de 5 mais qu'on commence à charger à 3d6 plus 2, ouais. Ça commence à picouiller. Hein. Tu vois ton setup avec tes élus qui vont sortir de la Silver Tower, chargés chargés à 3d6 plus 2. Non, je pense que bon là il n'y a même pas besoin d'avoir autant de choses, mais c'est bien d'avoir du choix parce que ça montre qu'il y a plusieurs moyens de l'avoir. Et en plus, le Chaos Lord sur Karkadrak, personnellement, je considère que c'est pas dingue. Mais c'est une bonne cible pour être transformé en Prince Démon. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il tank. Il tank vraiment 10 PV en 3+, c'est très fort. Ouais. On va maintenant passer aux versions piétons avec le Chaos Lord et le Chaos Lord Exalté. Grosso modo, c'est les mêmes châssis, 5 de move, save à 3, 2 d'OC, 6 points de vie. Les deux ont 5 attaques en 3-3, moins 1-2. Le Chaos Lord normal, c'est crit mortal, et l'autre c'est anti-héros plus un reine, anti-monstre plus un reine. Vous allez voir que ce mec là est assez marrant lorsqu'il tape sur des monstres héros. Le premier, il a la même aptitude, sauf que lui c'est pour la version infanterie. Il peut les faire taper immédiatement dans la foulée avec un +1 pour blesser. Bon, honnêtement c'est bon. Maintenant on a une bannière ensorcelée qui nous fait sensiblement la même chose, donc à voir. Le problème qu'on va avoir en fait pour ça, c'est qu'en fait l'unité qu'on va avoir envie d'envoyer au hasard 10 élus, en fait elle va avoir des charges à 3d6, donc elle va jamais arriver dans le combat en même temps que lui. Non. Donc je vois pas dans quel monde on arrive à rentabiliser ce mec là, même si dans l'absolu c'est un bon candidat pour la sombre apothéose, mais maintenant est-ce qu'il va réussir à faire 3 clauses quoi? Enfin 3, 4, 5. Peut-être dans une optique vraiment liste équipe tankiness avec des pavés de guerriers du chaos. Je viens me mettre en centre de table, je suis là, si tu charges mes guerriers, tu engages mon héros, je vais gagner des points de Dark Apothésis, je vais l'activer, tous mes guerriers du chaos vont te saturer en 3+2+. Pourquoi pas? Ouais, voilà. Et le deuxième, donc on y pense, c'est assez marrant. Lorsqu'il tape sur un héros ou un monstre, il a plus un dégât. Donc si le mec tape sur un héros monstre, il a 5 attaques en 3-3. Moins 3-3. Moins 3-3. Voilà. Bon, en réalité, c'est quasiment impossible à setup puisque c'est 5 de move. T'as une charge de 3d6 maintenant. Ouais, est-ce que t'as vraiment envie de la mettre sur lui? Honnêtement, j'en suis pas certain. Si jamais... franchement,
Pourquoi pas. Un Maintenant, jour, j'essayerai on peut-être. verra si tu le joues. On repasse dans la veine des sorciers avec l'emblématique Chaos Sorcerer Lord. Châssis tout à fait classique de sorcier, 3 attaques en 4-3, moins 1 des 3. Et il a toujours son Ocular Vision qui vous dit que vous allez prendre une unité Warrior of Chaos entièrement à 12 et sur un 3+, lui filer une Ward à 5. Oui, bon, bah c'est, je pense, le condensé de la frustration à son paroxysme. Ouais. Un sorcier de niveau 1 qui a une compétence extrêmement forte qui tombe sur du 3+, et également un accès à un domaine de sort extrêmement puissant avec des valeurs de lancement très importantes, et pas de bonus. Voilà. Ouais, donc Non, mais c'est une c'est bon, mais en fait ça manque un peu de saveur, je trouve. ça Voilà, manque de saveur. c'est un perso qui a pas de sort de War Scroll alors qu'avant il avait un +1/+1. Il n'y a pas besoin de lui filer un +1/+1, mais un petit truc qui le démarque des autres, hormis un jet de dés sur un 3+, à la phase de héros. Alors c'est meilleur, hein, c'est à la phase de héros, c'est pas... Ouais. Bon, bon, c'est un peu... En fait, quand vous passez votre ability, vous êtes très content d'avoir investi dans ce sorcier. Puis en fait, les tours où vous faites pas votre 3+, et que vous ratez votre sort, vous vous dites, mais pourquoi je joue ça en fait? Exactement. Et c'est un peu tout ce que je n'aime pas dans cette nouvelle mouture. Ouais, on enchaîne maintenant sur les ogroïdes avec le héros Myrmidon et les petits Théridons. On commence avec le Myrmidon, c'est 6 de move, 8 points de vie, save à 4, 2 dossés. Concernant les Théridons, c'est 5 points de vie, c'est à peu près le même châssis. Au niveau du close, il a un tir, on va pas spécialement en parler. Il a une lance, donc 6 attaques en 3-2, moins 1-3, anti-monstre plus un rend, alors que les Théridons sont en moins 1-2 et anti-infanterie. Il a une aptitude qui lui permet de faire taper dans la foulée une unité de Théridons en leur filant un +1 à la touche, ce qui est indispensable parce que sinon c'est de la statue en touche à 4, c'est pas possible. Et il a des attaques supplémentaires lorsqu'il a pris des dégâts. À noter qu'une fois par partie, comme avant, les Théridons peuvent avoir un +1 dégâts jusqu'à la fin du tour. Ouais. Bah, je pense que c'est pas si mauvais, mais je pense qu'on a juste pas besoin de l'ogroïde Myrmidon. Ouais. En fait, en réalité, on peut juste jouer un pack de Théridon parce que avec la bonne marque, avec une marque de corne, plus, en fait, on va penser à une marque de corne et on va penser simplement à leur bonus de dégâts. Donc vous allez avoir plus une attaque, plus un dégât. C'est quand même très honnête, plus un blessure potentiellement. Bon, ça c'est pas terrible. Ouais. À noter qu'en plus ils ont un standard bearer. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. voilà. Donc on peut leur filer une bannière ensorcelée, soit pour aller charger avec du Slanesh, soit le plus un bless sert strictement à rien, mais pour avoir des attaques supplémentaires, etc. Soit effectivement pour empêcher l'adversaire d'avoir des ordres lorsqu'il est en mêlée avec. Honnêtement, c'est des grosses meuleuses. Maintenant, je trouve qu'ils sont compliqués à placer dans ce Battle Tome par rapport à tout ce qui est élu, Chaos Warrior. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être qu'il y a un créneau à prendre avec le Gun Summoner, où en fait on accepte d'avoir cette unité de Théridon. Coup de poing, un peu sacrifiable, à laquelle on va donner en fait la bannière de Slanesh, et on va dire en fait mes Théridons ils vont arriver à 7 de toi, ils vont activer leur plus un dégât, ils vont avoir plus une attaque, et il y a de fortes probabilités que ce dans quoi ils vont rentrer, ça va sortir. Ouais. Pourquoi pas. Je pense, à voir, ça sera toujours une notion de combien de points je vais mettre combien de points ça va me coûter pour mettre en place ce mécanisme. Est-ce que c'est rentable, oui ou non? Est-ce que je préfère pas simplement avoir un truc en 3+, qui va tanker et potentiellement réceptionner une contre-charge, là où les Théridons, c'est pas le cas. Donc je pense pas que ce War Scroll soit acheté aux oubliettes, parce que ils ont quand même un fort volume d'attaque, qui blesse bien. Donc on peut passer à 5 attaques tête, donc ça fait quand même 31 attaques le pack. Dégâts 3, donc typiquement sur de l'anti-horde peu armuré, ça va vraiment laver beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Donc honnêtement, plutôt bon. On revient dans la partie Undivided historique avec les élus. Donc les élus qui ont, on va pas se mentir, un peu terrorisé ce début 2v4 dans les listes, notamment avec ou sans Archaon, mais il y a quand même des trucs assez intéressants à faire. 5 de move, 3 points de vie, save à 3, 1 de score de contrôle, 3 attaques en 3-3, moins 1-2, crit mortal, une fois par partie, double activation. Bon, que dire, ils sont vachement plus autonomes qu'avant parce que la charge à 3d6 maintenant, c'est soit une marque, soit une bannière. Ils vont gagner concrètement plus une attaque tout le temps maintenant. Oui. Donc ce qui veut dire que s'il y a un sorcier en face qui sont en 3+, 5++, et que vous les impactez et que vous les ratez, eux vont pas vous rater. Ouais, c'est ça. Par contre, du coup, on perd un petit peu l'optique d'avoir une unité d'englument marquée de Nurgle, qui était un petit peu un compromis entre,
Je vais te réceptionner quasiment sûr parce que tu sors pas les 30 PV en save à 2, potentiellement ward à 5, moins 1 pour blesser, et qui t'a se maté un petit peu en retour. Là, on est vraiment dans une optique plus de castagne en fait. Hein, Ouais, tout à fait. clairement. Mais c'est de la castagne en save à 3, souvent save à 2. Ouais. Honnêtement, c'était une bonne unité. Je pense que l'unité est encore meilleure. Elle est meilleure, et moi j'aime bien l'avoir sur table parce que juste en fait, elle est très forte, mais elle a un manque de mobilité qui nécessite de mettre des synergies autour. Ce qui me dérange moins que par exemple, comme le fut un temps, les Varangward, où en fait c'était d'une débilité Ouais. sans nom parce que le War Scroll en lui-même se suffisait à faire un tout droit mécanique rouleau compresseur où concrètement vous aviez les armes ou pas. Donc moi j'aime bien ce type de War Scroll parce que sur le papier, quand tu regardes ça, tu dis bah oui ça tape, ça tank, mais ça bouge pas. Après, voilà, tu vas construire autour pour faire en sorte de compenser ces lacunes, et ça en fait une très bonne unité qui valait quand même en ce début de version son coup en point. Donc, voilà, donc moi je trouve que c'est une unité qui est globalement bien équilibrée. Ouais, c'est clair. Et enfin, on va passer au Chaos Knight. Donc 10 de move, 4 points de vie. C'est la force de Sword Scroll. Save à 3, indossé. Des dégâts. Donc un 3-3, moins 2-2 en charge, ce qui est quand même assez intéressant. Des attaques de poney absolument anecdotiques. On jouait, on va pas se mentir, en corne ou en Nurgle. Ouais. Je pense qu'on va plus le jouer en Nurgle. Eux, pour le coup, il y a un vrai débat. Est-ce qu'on continue à les rentrer? C'est quand même 4 points de vie par tête. On peut leur filer une bannière ensorcelée. Ça va être a priori une unité un petit peu entre deux parce que en fait le mouvement qu'ils ont supplémentaire, ils le perdent par rapport à la charge à 3d6 qui est quasiment automatique. On a vu tout à l'heure le Gone Summoner. En fait, c'est une compensation de mouvement qui est absolument colossale. Avant, il fallait passer son sort pour avoir la charge à 3d6. Maintenant, on peut l'avoir de manière constante, quoi. Donc, je pense qu'ils perdent un peu par rapport aux élus, tu vois. Bah, alors, qu'est-ce qu'ils ont que les élus n'ont pas? 5 de move. 5 de move, Power Through sur la cavalerie adverse, ce qui entre nous n'est pas anecdotique, parce que, alors, on peut pas appeler ça une unité satellite, parce que c'est une unité qui coûte cher pour être une unité satellite. Mais avoir la possibilité de venir, d'impacter l'unité de flanc adverse, de potentiellement la laver, et si on la lave pas, de Power Through, donc de pouvoir aller derrière et avoir en fait 20 PV en sauvegarde à 3, moi je trouve ça sexy quand même. Donc, Après, les élus, ils power through à la hache, quoi. oui. Mais en tout cas, ils ont le mérite d'avoir un rôle dans l'armée Ouais. que personne d'autre n'a, parce que oui, vous allez me dire les Vanguard peuvent power through. Oui, d'accord, d'accord, messieurs, messieurs et mesdames d'ailleurs. D'accord, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher des Vanguard, et puis Ouais. ça n'a pas exactement le même rôle. Donc, non, moi j'aime bien. Ouais, c'est clair. Honnêtement, c'est une bonne unité. C'est une bonne unité. Elle change un petit peu d'optique. On a plus cette optique englument, mais on a une optique un petit peu plus offensive qui, mine de rien, trouve un petit peu sa place. On enchaîne avec les Chaos Warriors qui n'ont absolument pas changé. Donc 5 de move, 3 de sauvegarde, 2 points de vie, 1 dossé, 2 attaques en 3-3, moins 1-1, plus une attaque si vous contestez un objectif que vous contrôlez. Donc les armes qui sont toujours en crit auto wound. Et c'est une unité qui a changé un petit peu d'optique puisqu'ils ont perdu leur optique d'englument, ces amis. Alors, très simplement, Marqué de Nurgle, hein, j'entends. comme tu l'as dit, le War Scroll n'a pas changé. Et pour moi, c'est un mystère que ce War Scroll ne soit pas joué, parce que c'était déjà un très bon War Scroll en début de version. Et je reste persuadé que c'est un très bon War Scroll en début de version, via ce nouveau Battle Tome. Je veux dire, on est quand même sur une unité qui a de la présence, on est sur des socles de 32. Qui est Warrior of Chaos. Qui est Warrior of Chaos, qui va bénéficier des runes, qui va pouvoir taper correctement. Je veux dire, le pack de 10, c'est quand même 21 attaques en 3-3, moins 1-1, crit auto wound. Dans le même style, on a les rats des clans qui font la même chose, et honnêtement, le crit auto wound, sur de la saturation comme ça, c'est vraiment pas à négliger, parce que ça fait très vite, en fait, des dégâts, et là, on est en moins 1. Donc, je trouve que c'est une super unité, qui a son rôle... Moi j'ai toujours en tête cette cinématique. Alors désolé, alors, je parle aux vieux de la vieille, mais j'ai toujours en tête cette cinématique, je sais pas si tu vois laquelle, Oui. de Oui. Mark of Mark of Chaos. Mark of je le Chaos, où t'as les guerriers du chaos qui arrivent dans cette forêt avec les gars de l'Empire. Et pour moi, c'est ça les guerriers du chaos, tu vois. C'est les mecs qui avancent lentement mais inexorablement et qui viennent te pouiller ta race, quoi. Ouais, c'est clair. Honnêtement, de toute façon, moi j'aimais beaucoup cette unité marquée de Nurgle parce que mine de rien, c'était souvent 20 PV en save à 2. Moins 1 pour être blessé, c'était increvable. On va pas se mentir, c'était increvable. Ça bénéficiait des synergies
des Warriors of Chaos avec le Carcadrak, le +2 à la charge, etc. Ce qui est loin d'être anecdotique. Je me souviens dans des premiers rapports de bataille où, en fait, c'est celui où il y avait Archaon, où il y a 10 guerriers du chaos qui ont encaissé Gordrak, qui l'ont savaté en retour et qui l'ont contrechargé dans les fesses pour le finir. Ouais. C'est une unité qui est très bonne. Elle a plus le même rôle à mon sens, parce que le -1 blesse sur une unité qui valait aussi peu cher potentiellement renforcée, c'était monstrueux. Ouais, je serais moins catégorique que toi parce que avoir la méta, mais je pense que en fait perdre un -1 blessure pour bénéficier potentiellement tu vois, en bannière de Nurgle, d'ignorer les critiques. Ouais, ça En fait, je me demande si juste en fait il n'y a pas plus d'unités qui te tuent parce que regarde, prenons l'exemple juste de ce Battle Tome avec les élus du chaos qui ont crit mortal dégâts 2. Bah franchement, tu leur retires crit mortal, ils rentrent dans 10 carrés du chaos, ils ne les tuent pas. Hein. C'est clair. Parce qu'en fait, il y a 20 PV en 3+. Ouais, en 2+ souvent. Enfin, du coup, en 2+, -1, 3+, bah tu les tues pas en fait. C'est clair. Donc je me demande si... C'est clair, ouais, c'est clair. Non, peut-être honnêtement, pas, ça peut être assez intéressant. Et enfin, les Chaos légionnaires que perso j'ai jamais vu sur table. C'est 5 de move, save à 4, 1 point de vie, 1 de contrôle. Au niveau du corps à corps, 2 attaques en 3, 4, -1, 1. Et une fois par tour à votre phase de mouvement, vous prenez une unité ennemie qui est assise sur un 4+, elle ne peut pas utiliser d'aptitude de commandement, ça veut dire potentiellement pas de redeploy. Ouais, bon, je pense que c'est pas trop le redeploy, mais ouais, concrètement, c'est le type de War Scroll où en fait, que vous ne voyez jamais parce qu'on ne les rentre que si on a des synergies potentiellement avec Eternus ou Be'lakor, et que vous avez des points limites pour rentrer cette unité à la fin. Le problème, c'est que souvent, ce type d'unité est dans le même intervalle qu'au hasard des Furies. Ouais. Et donc, en fait, vous préférez jouer des Furies. Complètement. Parce que les Furies, c'est juste beaucoup plus Game Breaker via un 3+, certes, mais c'est la raison pour laquelle vous ne les voyez pas. Parce que de 1, les modèles sont cool, de 2, le profil est tout à fait honnête, mais il y a une réalité, c'est que ça coûte le même point que des Furies, par exemple. Ouais. Donc, bon, voilà. On arrive maintenant au Chaos Chariot qui valait 100 points dans sa mouture précédente et que même malgré ça on voyait pas très souvent. 10 de move, 7 points de vie, save à 4, 2 de score de contrôle. Alors pour vous résumer le profil de Close, grosso modo vous avez à peu près tout qui touche à 4, voire pire. Et sinon selon l'équipement vous avez 6 attaques en 3-3, pas de reine dégâts 1 et des dégâts d'impact. Bon, je sais pas ce que t'en penses, c'est une unité de bord de table pas chère. Ouais. Maintenant, il y a des furies, quoi. Ouais, c'est toujours pareil, c'est dans l'intervalle des furies. Mon second problème avec tous les chariots, et c'est valable pour tous les BT, hein, c'est qu'en fait, c'est des War Scrolls qui ont été designés pour être utilisés via Power Through, globalement. Enfin, c'est l'idée, je suis en flanc, je charge, je Power Through, je vais voler un objectif, etc. Sauf qu'en fait, on est dans un Battle Tome où la cavalerie est parmi la meilleure cavalerie du jeu. Et donc, on a même le luxe d'avoir des Varangard et des Chaos Knight qui sont de la cavalerie et qui ont plus de PV que le reste de la cavalerie. Donc en fait, ils peuvent déjà Power Through, et en fait c'est eux qu'on veut faire Power Through, quoi. Ouais, puis en plus ça fait partie des, comme tu l'as dit, les unités de cavalerie de bord de table sont capables d'aller chercher les unités de bord de table adverses, ce qui n'est clairement pas le cas de ça, sauf si vous êtes le roi du 4+. Bon, puis en fait c'est exactement ça, c'est soit t'as envie de zigouiller les bords de table adverses et tu vas investir, soit t'as pas envie d'investir et tu prends des furies. Il n'y a pas un monde où tu prends un chariot. Donc on va faire sa déclinaison Gorbist. C'est 1 de move de moins, 1 PV en plus. Au niveau du close, c'est à peu près pareil, sauf que les attaques de compagnon, cette fois-ci, sont 4 attaques en 4-4, pas de reine, dégâts 2. Bon, 4-4, ça veut dire que vous allez passer une attaque. Bon, voilà, c'est pas incroyable. Et par contre, un passif que moi j'aime bien, quand elle utilise le Power Through, vous allez mettre des 3 blessures mortelles supplémentaires et vous allez avoir 3 de move en rab. Ouais, moi je préfère. Comme un Stormcast Chariot. C'est ça, je préfère cette version juste parce qu'en fait, si ça charge quelque chose de flanc, c'est sûr, ça va pas le tuer avec les attaques, mais ça va l'amocher. Et par contre, quand on met 2d3 BM, potentiellement, ça va 1 finir le pack et 2 permettre en fait d'aller prendre un objectif ou faire autre chose. Donc si je devais jouer une variante, c'est clairement celui-ci que je jouerais parce que déjà la différence se joue à 1 de move, ce qui est ridicule. Et un PV en rab. Et un PV en rab, enfin je veux dire tous les jours je prends le trade en fait. Et donc voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur War Scroll, si ce n'est que
j'aimerais qu'on en voit plus sur table, parce qu'en plus la figurine est cool. C'est clair. On a donc terminé de la partie plus ou moins Undivided. On va attaquer maintenant les Darkos qui ont eu, quand même, comme on l'a dit, pas mal de petits buffs. On va commencer tout de suite avec le Darkos Chieftain. On va faire en même temps la version à pied, la version montée. Donc la version montée, c'est 12 de move, 7 points de vie, save à 4. La version piétonne, c'est un triple 5. C'est 5 de move, 5 points de vie, save à 5. Au niveau du close, pour la version montée, on a 5 attaques en crit mortal, en 4-3, -1-2 des attaques de compagnon. Exactement le même profil pour le mec à pied. Ils ont tous les deux une aptitude à la fin de n'importe quel tour, une fois par bataille. Si ils ont tué un héros ou un monstre, ils vont avoir un strike first jusqu'à la fin de la partie. La version montée fait reroll les charges entièrement à 12 pour les Darko de cavalerie, en particulier lui-même, donc ça c'est quand même pas mal. Et la version piétonne fait taper une unité non-héros d'Arco d'infanterie immédiatement après lui, selon les mêmes modalités que d'habitude, avec un +1 d'attaque cette fois-ci. Ouais, bah deux War Scrolls sympathiques qui viennent donc synergiser la partie Darkov du Battle Tom. Les effets sont bons, gagner un Strike First, pourquoi pas, même si on va pas se mentir les amis, on va presque jamais tuer un monstre. Par contre, pourquoi pas tuer un petit héros isolé, d'autant plus qu'en bouche de 12, qu'on peut être éligible à 3d6 et qu'on reroll la charge gratuitement. C'est aussi, je pense, une bonne cible au Dark Path Glory, je sais plus. La sombre apothéose, Dark Apothésis. Dark Apothésis, simplement parce qu'en fait on a quand même 7 PV en 4+, et qu'on est mobile et qu'on va pouvoir se placer, c'est-à-dire qu'en fait on va très facilement réussir. Moi je le verrais bien jouer sur un flanc avec un pack de 5 Fell Rider par exemple, où en fait on va faire une charge multiple, on va activer d'abord les Fell Rider, même si vous allez me dire oui c'est anti-synergique avec le Oath of Marauder des Fell Rider qui dit qu'il faut être tout seul pour charger, mais bon, pourquoi pas. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Et donc en fait, vous allez les taper. Lui, du coup, probablement qu'il va pas mourir. Même si vous tuez le pack, il va s'activer. Et dans donc, le vide, ouais. S'activer dans le vide va faire qu'il va proquer le Dark Apothésis. Si vous avez pas mieux à prendre, il commencera avec 3 points. Donc peut-être que dans un scénario, je remonte le flanc adverse. Je suis pas une grosse menace, donc l'adversaire n'en tient pas compte. Puis en fait, tour 2, tour 3, je me transforme en Dark en Prince Démon. Ouais. Pourquoi pas ? C'est clair, honnêtement, c'est un bon candidat. La version piétonne, à mon avis, est beaucoup plus compliquée à... Ouais, on préférera, je pense, le War Scroll de la Chieftain. Exactement. Tu l'as évoqué, on va passer à la War Queen, donc qui est le même châssis que son copain. Au niveau du close, par contre, elle a 5 attaques en 4-3, -1-2, crit mortal, et 2 aptitudes assez intéressantes. Donc une fois par bataille, à n'importe quelle phase de charge, si cette unité est entièrement dans le territoire adverse et à charger à cette phase, jusqu'à la fin de la bataille, on va ajouter 1 au jet de touche pour les unités de Dark Oath entièrement à 12 d'ailes, c'est genre monstrueux. Et elle a une deuxième aptitude, à votre phase de héros, vous allez prendre un objectif que cette unité contrôle sur un 3+, jusqu'à la fin du tour, les unités de Dark Oath vont avoir une ward à 5 lorsqu'ils contestent cet objectif. Alors déjà, je vais commencer par nuancer tes propos. Non, ce n'est pas monstrueux. Je rappelle qu'en Night Hunt, on a une unité qui s'appelle Guardian of Soul, qui donne plus 1 blessure entièrement à 12 à tout le monde, juste en étant encore à corps. Ouais. Non mais c'est fort, tu as raison. C'est bien, c'est parce que en fait les Darkos touchent globalement à 4, parce que ce sont des humains basiques, pas chaotiques, etc. Ouais. Donner une ward à 5, c'est quand même très fort dans un BT où en fait les unités coûtent pas très cher. Et il y a du PV en Dark Oath. Exactement. Il n'y a pas de save mais il y a du PV. Et puis on se rappelle qu'on a cette battle formation qui permet de repop des unités, donc pourquoi pas avoir un build maintenant qu'on synergise les marques avec les Dark Oath. Pourquoi pas avoir un build avec un petit détachement de mecs à pied avec des Fell Rider pour faire les flancs, au hasard 2x5 Fell Rider, un pack de 20 maraudeurs, la petite War Queen, on arrive sur un objectif, on dit bah tiens, Ward à 5, donc j'ai 20 PV en 5-5, bah mine de rien, il faut mettre des ressources dedans. Ça sature derrière parce qu'on s'est dit bah tiens, je vais me marquer de corne ou je vais me marquer de ce que tu veux. Donc moi j'aime bien. Ouais, honnêtement, c'est une bonne unité de synergie. Et effectivement, comme tu l'as dit, le vrai buff des Dark Oath dans ce Battle Tom, c'est qu'en fait, ils bénéficient des traits de bataille de manière beaucoup plus franche que ce n'était le cas dans l'index. Après avoir fait les héros, on va attaquer les petits piétons. On va commencer avec les Dark Oath Marauders, 5 de move, 5 de save, 1 point de vie, 1 de contrôle, on peut pas faire moins. 2 attaques en 4-3, pas de reine, dégâts 1. S'ils font une charge à 8 naturel, on va avoir +1 à la reine jusqu'à la fin de la partie. Bon, c'est cool, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment compter dessus. Et surtout, ils ont un passif à chaque fois qu'on a une figurine de l'unité qui meurt en étant entièrement à 12 d'un héros Dark Oath, on va exploser zombie style. Bah, moi j'aime bien parce que avant on avait ce 8+ qui donnait +1 à la reine qui était pas fiable. Bah là, on peut dire tiens, t'es marqué de Slanesh et ton 8+ il est globalement assez fiable. Ça va mieux. Ça va mieux. Donc là, on se dit quand même. Donc attends, je peux leur donner une charge à 3d6. Donc le pack de 20, ça va faire 41 attaques. Après, vous aurez le côté
Si vous Tu peux donnez leur pas mettre un plus un bless, un plus une attaque aussi. avec les, oui, tu peux, mais je Avec pense, une bannière ensorcelée. je pense, Ah bon, très honnêtement, on les mettra pas on ne sur mettra eux. jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez leur donner 3d6. Et là où c'est équilibré, c'est que du coup, vous pouvez pas leur donner la marque de corne. Parce que du coup, vous leur avez donné la marque de 3d6. Donc il y aura un choix à faire entre de la saturation et fiabiliser la rend. Mais si vous mettez la marque de corne et que vous faites 61 attaques en 4+, 3+, moins 1, 1, bah ça sature pas mal. Ouais, au final, il y a des trucs à faire. C'est on balance le Demonic Speed sur eux. S'ils passent leur charge à Ouais. 8, bah en fait, c'est cool parce qu'on sait que ça vaudra le coup potentiellement de Ouais. les marquer de corne plus tard. Exactement. Voilà, honnêtement, pas mauvais. On passe maintenant au Fell Rider, donc unité de bord de table par excellence. 12 de move, 3 points de vie, save à 5. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en charge, c'est du 4-3 moins 1-2. Si vous les mettez en épée, sinon vous les jouez avec les javelots, et donc les javelots vous donnent une occurrence de tir Voilà. anecdotique, rigolote, et au corps à corps vous tapez un peu moins fort. Ouais, et puis ils ont toujours leur aptitude. S'ils font un 1-1 sur un bord, etc., ils peuvent gagner potentiellement un plus 1 jusqu'à la fin de la partie. Un peu comme ce qu'on a vu précédemment, c'est cette mécanique de quête des Dark Oath. Et surtout, ils ont un moins 1 pour être touchés au tir. Tout à fait. Moi j'aime beaucoup cette unité. C'est C'est une des unité bords de de table pas flanc chers par en STD, excellence, ouais. qui n'est pas chère en Slave to Darkness et qui a le mérite de Ouais. péter la tronche en général aux unités de flanc adverses. C'est clair. Donc honnêtement, c'est une très bonne unité. Enfin, c'est une très bonne unité parce qu'elle est en STD. Oui. Bon voilà, si on tire un petit peu, on épaissit un peu le trait, tu vois, c'est le genre de truc que tu aimerais avoir en Son of Behemoth par exemple. Tu Ouais, vois, par des exemple. trucs qui valent pas 400 points pour aller mettre des bords de table et qui se placent bien. C'est une bonne unité de battle tactique et c'est juste bon. On attaque maintenant les Savagers, donc un châssis tout à fait nul, 5 de move, 5 de save, 1 point de vie, un dossé en crit mortal. Attention, c'est ça qui fait la différence avec eux. Ils ont 2 attaques en 4-3, pas de reine dégâts 1. Et une fois par bataille, n'importe quelle phase de héros, si cette unité conteste un objectif que l'on contrôle qui est entièrement en territoire ennemi, ils ont une ward à 5 jusqu'à la fin de la partie. À noter que, alors on l'a vu, il y a des moyens d'avoir des occurrences d'attaques supplémentaires, donc sur une unité potentiellement qui se joue ici par 10, c'est pas incroyable. Maintenant, on sait que c'est une unité qui dans le Battle Tome précédent, dans l'index précédent, ne pouvait pas se renforcer. Si c'est toujours le cas, ça va être compliqué à jouer. Si on peut la renforcer par contre, bah, en fait, moi j'en joue 20 voire 40 tous les jours, simplement parce qu'en fait en marqué de corne, on va arriver donc quelque chose comme 61 attaques en crit mortal. en crit mortal. Bah, vous faites les stats, hein, les copains. Vous allez laver quasiment tout pour pas très cher. Ouais, puis en plus, save à 5 ward à 5, ça peut être intéressant. Ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on peut renforcer ou pas cette unité. Après, honnêtement, même sans les renforcer, je me dis, t'arrives, tu fais 31 attaques, tu vas faire quand même tes 5-6 BM, tu vas faire de la saturation. À voir. C'est pas à jeter, et l'unité est trop swag. On passe maintenant à la bête Dark Oath, donc le Dark Oath Wilder Fiend. 8 de move, 5 de save, 9 points de vie, 1 de contrôle, évidemment c'est une beast. Au niveau du close, c'est du full compagnon, 3 attaques en 3-3, moins 1, 2 et 3, 6 attaques en 4-3, moins 1, 2. C'est un peu un Raducar de Wish. Au niveau du passif, il a une mécanique un petit peu spéciale quand on a une figurine qui meurt entièrement à 12 en sachant qu'on ne peut pas distribuer à plusieurs de ces bêtes en même temps. On va récupérer un point de sacrifice et à votre phase de héros, vous pouvez prendre un des effets suivants en prenant une unité ennemie qui est à 12. Vous pouvez jeter autant de dés que de points de sacrifice si vous faites 1 ou plus de 5+. En gros, si vous arrivez à faire un 5+ sur l'ensemble de ces dés, pas d'ordre. Sinon, vous pouvez faire la même chose en jetant autant de dés que de points de sacrifice. Chaque 3+, c'est une BM. Sinon, il peut se soigner de X, X étant le nombre de points de sacrifice. Et une fois que c'est fait, on retombe à 0. Oui, bon. C'est alors, caca. Voilà, Bah ouais, c'est mon analyse. c'est caca parce que c'est une bête, donc c'est contrôle 1. Ça serait contrôle 5 par exemple, ça pourrait être pas mal. Malgré tout... C'est du full compagnon. On ne bénéficie d'aucune aptitude d'allégeance, de rien du tout. Ouais. Donc en fait, bah c'est horrible quoi. Ouais, en vrai, c'est assez horrible. Non mais En fait- c'est dommage en fait, parce c'est que la marrant. figurine est magnifique. Ouais, Mais, en fait, ma doléance, c'est que la cavalerie est très forte dans cette version. Ça, c'est pas vraiment ma doléance. Mais ma vraie doléance, c'est que finalement, ce qui est fort via la cavalerie, c'est le mouvement. Et en fait, il manque un truc sur l'infanterie monstrueuse Ouais. et les bêtes où il faudrait des mécaniques propres. Voilà. On a des rampages, mais pas toujours. Oui. Donc en fait, si ta mécanique, c'est juste d'être océan, d'être cher, bah, en fait, et d'être tuable par n'importe quoi. et d'être full compagnon, bah en fait, voilà, on n'a pas le coup en point de ça, mais concrètement, tu t'envoies 5 Fell Rider dessus, ça se fait déchirer, ça a pas le mouvement, ça a pas l'OC,
Bon, moi ça, Ça n'a pas les synergies. ça j'en joue si ça vaut 80 points, même pas. Je pense que tu le joues même pas. Je pense que ça vaut 50 points, je commence à réfléchir à le rentrer. C'est ça. Mais bon, voilà. Honnêtement, c'est faible. On passe maintenant à Gunnar-Brand, le nommé des Dark Oath. 5 de move, 6 points de vie. Ça, c'est là que tu vois que c'est un gigashot, c'est qu'il a pas 5 points de vie. Il en a 6. Save à 5, 2 de score de contrôle. Il a 2 haches. Donc j'imagine que chaque hache fait 5 5 attaques. attaques. C'est assez intéressant à noter. C'est crit mortal. Il a 10 attaques en 4-3, moins 1-1. À n'importe quelle phase de combat, s'il est engagé avec un héros, il peut dire je tape 2 fois. La deuxième fois, il doit envoyer tous ses parpaings sur un héros. Et une fois par partie, à la fin de n'importe quel tour, s'il a réussi à tuer un héros, il a une ward à 4 jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Bon, bah. Ouais, il vient évidemment avec ses copains qu'on verra par la suite. Le pauvre, en fait, il a rien pour lui. Il est nommé. Il est nommé, donc il n'a pas accès aux runes. Il a 6 PV en 5+. Donc autant vous dire que votre deuxième activation, bah, concrètement, à moins que vous chargez un sorcier, et même le sorcier peut vous fumer la race, bah, il se réactivera jamais. Ouais, en fait, à quel moment tu tues autre chose qu'un sorcier, mais en même temps, le sorcier, normalement, il y a une armée devant. Donc en fait, c'est compliqué, quoi. Puis même sur ta double active, tu mets 3 BM. Ouais, c'est... Tu touches à 4. Non, ça va pas. Voilà. Non, rien ne va. C'est pas Ragnar Et c'est pas une ward à 4+, qui va le sauver. Hein. On attaque la suite de la bande avec l'autre héros qui est Singribrand. Je pense que c'est son frère, a priori. C'est une femme, je pense. Bah, je pense que c'est sa sœur. Donc 12 de move, 4 points de vie, save à 5, 2 de score de contrôle. Un petit beau sympathique avec 2 attaques en 3-3 moins 1 des 3 crit auto wound portée 18. Donc c'est chouette quand on a 12 de mouvement. Des attaques de corps à corps, somme toute assez anecdotiques. Si vous lui tirez dessus, bah, c'est Overwatch style 40k, c'est des 6 ou rien. Et vous avez plus 1 à la reine sur ces attaques d'arc de guerre si Gunnar-Brand est à 6 de la cible. Et enfin, peut-être le plus intéressant, vous avez les Oathsworkin, donc 5 de move, 5 de save, 3 points de vie, 1 de score de contrôle, des attaques dégâts 2 en crit mortal, un bâton dégâts des 3 qui devient Wizard 1 tant qu'on a des Broken Nadja sur le champ de bataille avec un sort tout à fait monstruous, valeur de lancement de 5, portée 18, moins 1 à la caractéristique d'attaque et une blessure mortelle. Ouais, bah clairement, si jamais on prend ce pack, on le prendra principalement pour le héros monté qui est dur à tuer au tir, qui va aller faire de la tactique facilement, des flancs, etc. Et le Broken Nadja. Et le Broken Nadja, exactement. Avec le sort qui est extrêmement puissant. Et la fille qui est magnifique, moi j'adore. La fille qui est magnifique, et même en fait, on a quand même 8 attaques en 4+, 3+, pas de reine, dégâts 2, crit mortal. Ouais. Ça peut quand même faire des blagounettes. Et on est à 9 PV. Hein. On se le rappelle, si on est à côté de Bran, Gundar, je sais plus. Bon, le frère. Le mec. Vous avez une ward à 4, il me semble. Donc c'est quand même ok. Il y a aussi à savoir que, bon, étant un joueur Blade of Corn aussi, cette bande est un régiment de renom qui est la seule occurrence possible pour en Corn avoir un sort. Ouais. Ce qui permet d'avoir l'Incarnate par exemple en Corn et d'avoir 3 occurrences de points de sang de Dim quand il meurt. Pourquoi pas. Et d'avoir un sort somme toute assez sympathique. Ouais. C'est clair. Donc honnêtement, bon, c'est un kit à battle tactique. C'est un kit qui est pas mauvais. À voir ce que ça peut faire, mais je pense qu'il y a des petites synergies assez sympas à aller chercher. Ouais. On en a donc fini des Undivided, des Dark Oath et des Ogroïdes style. On va maintenant passer à tout ce qui est Beast, Monstre et compagnie. Sans le Soul Grinder, bien évidemment. On va commencer tout de suite par la Mutalite. 10 de move, 14 points de vie, save à 4, 5 de score de contrôle, 12 attaques de statut, dégâts 1, 4 attaques en 4-2, moins 1 des 3. Elle se soigne de D3 à n'importe quelle phase de héros. Et attention les amis, elle a une aptitude. Donc elle prend une unité ennemie qui se trouve à 12. Elle va jeter un dé pour voir un effet. Si elle est entièrement à 12 d'une unité qui est marquée de Zench, elle peut jeter 2 dés au lieu de 1 et choisir l'effet qu'elle veut. Sur un 1, pas d'effet. Sur un 2, moins 3 à l'OC. Sur un 3, pas d'aptitude de coup jusqu'à la fin du tour. Sur un 4, moins 1 à la caractéristique de move jusqu'à la fin de la partie. Sur un 5, D6, blessure mortelle, puis on se soigne de D6. Sur un 6, on a le choix. Bah, honnêtement, si on s'en tient juste au War Scroll, moi je trouve ça pas affreux parce que déjà on a 14 PV en 4+. Et on se soigne. Donc ça va vite être une unité où si vous l'envoyez sur quelque chose de pas très fort, ça va être loqué toute la game. Ça va être infernal. Ensuite, à toutes les phases, toutes les combats phase, on va potentiellement infliger des 6 blessures mortelles à une unité à côté. Enfin, on a quand même une chance sur 3 de faire des 6 blessures mortelles. Ouais. C'est pas dégueu. Au pire, on empêche une command ability, c'est fort.
retirer 3, c'est pas dingue. Après, elle a 8 dossés, donc ça veut quand même dire que elle peut compter ses objectifs. Et bon, et heureusement qu'on a cette restriction de Once per turn army, parce que potentiellement. Non, j'aurais 10. Non, mais à noter aussi que là, on rentre dans des bêtes qui sont marquées. Donc cette unité est par défaut marquée de Zench. Donc ça veut dire que on va bénéficier des effets de TP, etc. Ce qui lui fait quand même potentiellement gagner beaucoup de mouvements. Donc honnêtement, c'est une unité qui est assez sympathique, mine de rien. À voir ce qu'on arrive à en faire. Ouais, ça me donne envie de jouer White Dwarf, ce Battle Top. On passe maintenant à la Slaughter Brute. Donc c'est l'autre bête qui cette fois-ci est marquée de cornes. Vous allez comprendre que c'est assez rigolo. 10 de move, 14 points de vie, save à 4, 5 de score de contrôle. Elle a 8 attaques en 4-2, moins 1-2. 2 attaques en 4-2, moins 1-3. Donc comme ça, c'est quand même, ça rigole moyen. Elle est marquée de cornes, sauf que les 2 attaques sont compagnons. Donc on a peut-être loupé un truc. Bon, Mais en bon, l'état, a priori, elle a plus une attaque sur tous ses profils qui n'existent pas. Voilà, on a peut-être loupé un truc, je ne sais pas. Donc, elle a une aptitude assez sympa qui est que au déploiement, elle va choisir un maître et lorsqu'elle est à côté de son maître, lorsqu'elle déclare des charges, elle va pouvoir charger à 3d6 et elle a des dégâts d'impact qui sont doublés sur l'infanterie. Et je l'ai pas dit, son arme principale est quand même anti-infanterie, donc c'est du moins de 2. C'est quand même une belle bestiole. Ouais. C'est une belle bestiole. Qui aura besoin de son all-out attack de manière obligatoire si on veut la rentabiliser. Ce qui fait que probablement on la jouera jamais. Parce que le all-out attack, on veut le mettre ailleurs. Non, mais honnêtement, c'est pareil, c'est un warscale intéressant. Je pense que le plus d'une attaque qui ne fonctionne pas sur les compagnons, sauf à ce qu'on se trompe, est une erreur de games, comme on l'avait eu sur les Raptorix. Ouais. Comme quoi ils apprennent pas de leur erreur du passé, qui avait un bonus qui ne fonctionnait pas parce qu'ils n'avaient que les armes compagnons. Donc là je pense que ça sera corrigé. Faqué, si quelqu'un joue un jour un sauteur brut et qu'il s'en rende compte. Honnêtement, c'est pas une mauvaise unité, c'est vrai que la marque de corne est dommage. Maintenant, bon, c'est quand même un bon truc à parpaing, ça dépendra évidemment du coup en point comme d'habitude, mais c'est pas un Warscroll qui est intrinsèquement mauvais parce qu'il apporte un truc. Il a une marque de Slanesh plus ou moins intégrée, il a une marque de corne, bon, qui devrait bien lui servir un jour, j'imagine. Honnêtement, c'est assez chouette. On passe au Chaos Spawn. Donc les Chaos Spawn, normalement, vous les voyez surtout avec du Zench pour locker. Bon, on va pas passer 1000 ans sur ce Warscroll. 5 points de vie, 5 de save, 2d6 de move, 2d6 attaque. En 5-4, pas de reine, dégâts 1, c'est une beast. Et lorsqu'on est entièrement à 12 d'un prince démon, vous pouvez reroll le 2d6 de move et le 2d6 d'attaque. Bon. On voit tout de suite une belle synergie avec la sous-allégeance qui permet de payer un prince démon et un Chaos Spawn pour activer notre Chaos Spawn juste après notre prince démon. Ouais, et c'est une synergie évidente avec la sombre apothéose. Ouais, exactement. On va pouvoir rentabiliser la Chaos Spawn une fois qu'on aura 8 points de sombre apothéose. Bon, bref, trêve de plaisanterie. C'est un truc qui est là pour bloquer les charges adverses. C'est un truc qui est là pour. Enfin, en Zench, hein, mais du coup, en STD, bah, c'est un peu moins bon. En fait, on se demande pourquoi ils l'ont pas retiré ce Warscroll. Plutôt que. Rendez-nous le Chaos Warshrine. Ouais, c'est clair. Enfin, prenez les Chaos Spawn et rendez-nous le Chaos Warshrine, les gars. On va maintenant passer à deux Warscrolls qui sont extrêmement intéressants avec les Chaos Fury et le Sphinx. Côté Chaos Fury, 12 de move, save à 6, 1 dossé, 1 point de vie, 3 attaques en 4-4, reine moins 1, dégâts 1. Donc, mine de rien, ça fait pas que des blagues. Et surtout, à n'importe quelle phase de combat, sur un 3+, on s'en va. Ouais. On s'en va de 12 avec le vol. Ouais, c'est frustration land. Clairement frustration dans les deux sens. Votre adversaire ne peut presque pas faire de tactique dessus, sauf s'il a du tir, parce qu'il est sur un. En fait, il peut rater sa tactique sur un 3+. Ouais. Et de votre côté, vous avez des tricks hyper puissants sur un 3+, qui consiste par exemple à aller charger, vous allez faire votre Do Not Waver, mais si vous ratez votre 3+, vous allez mourir, vous allez rater votre tactique. Si vous le réussissez, vous allez faire votre tactique et aller voler un objectif. Bon, c'est la frustration à l'état pur. Ça reste très fort. Ouais, c'est ça. Honnêtement, bon, c'est une excellente unité parce que c'est une unité de bord de table chouette qui synergise pas mal avec les Fell Riders, etc. Dépendamment des points qu'on a, c'est cool. Et le deuxième qu'on voit beaucoup moins souvent, alors qu'il est quand même assez bon, et moi je l'ai vu dans des packs d'élus, et ça fait moyennement rigoler, qui est le Sphinx, 10 de move, 10 points de vie, save à 5, 5 de score de contrôle, 6 attaques en 4-4, moins 1-2. Si je dis pas ce bêtise, le Sphinx, c'est pas le truc qui tue des Mogrunta? Si, peut-être, je sais pas. Tu viens pas? T'es fait tuer ta Mogrunta en chargeant un Sphinx? Si, c'est vrai. Et lui, il a une aptitude assez cool. Il a un rampage à 6 pouces. À n'importe quelle phase de combat, on jette un dé si on fait plus que la caractéristique, en gros que l'OC. L'unité a un fight last.
En vrai, c'est monstrueux ça. Hein. C'est Non. monstrueux sur un méta de cavalerie et d'infanterie où tout le monde est océan. Ouais, tout à fait. Donc c'est une bête qui, je pense, on va voir de plus en plus. Simplement parce que en fait, vos élus, si vous le mettez en chaussant avec vos élus, bah vous dites juste Good luck. est-ce que j'y vais sur un de plus, je me fais Ouais. taper par les élus d'abord. Qui en plus maintenant n'ont même plus besoin de charger Ouais. pour avoir leur plus une attaque. Bon, c'est super balèze. Voilà. Et puis c'est au C5, c'est 10 PV, ça se tue pas si facilement, Ouais. ça a une bonne mobilité, ça peut prendre des flancs, c'est assez autonome. Moi j'aime beaucoup. Ouais, honnêtement, c'est une super entrée. On va maintenant passer à l'écraseur d'hémorroïdes. Donc, il a 6 de move, save à 5, 8 points de vie, 2 de score de contrôle. Il lance des gros cailloux à 12 pouces, des 3 attaques en 4-2, moins 1-2. Il tape avec des gros points, crit de 8, 6 attaques en 4-2, moins 1 des 3. Et une fois par tour, pour ceux qui voudraient en jouer plusieurs, il y a vraiment des mazos. À n'importe quelle phase de combat, il prend un terrain feature Within 1, et il regarde tous les ennemis qui sont Within 3, et sur un de plus, il leur met des blessures mortelles. Je sais pas quoi dire. En Voilà. vrai, il a rien pour lui, c'est un monstre qui n'est pas au C5. Son tir, il est nul. C'est même pas le tir. Il pourrait avoir le même tir que les trolls, tu vois. Son effet, comme tu l'as dit, One Spurter Army, au cas où qu'on ait envie d'en jouer deux, tu vois. Pour faire un puissant D3BM sur du 2+. Non, mais les gars. Enfin, en fait, à ce compte-là, retirez ce type de War Scroll et laissez-nous notre Manticore. Ouais, c'est faiblard, c'est faiblard. Je vois pas trop l'intérêt de ce genre de bonhomme. Bon. Il y a aucun trick. Avant, il y avait quelques tricks à faire. Il y avait quelques subtilités qui faisaient qu'on pouvait rigoler. Mais là, franchement, il y a rien qui va. Ouais, c'est faible. On va passer du coup au Raptorix. Donc les Raptorix qui est une bonne unité de garde d'honneur. 10 de move, save à 6, 2 points de vie, 1 de contrôle, 3 attaques en 4-4, pas de reine dégâts 1, et plus une attaque lorsque ça a chargé. Donc du coup, effectivement, comme tu viens de me le notifier en off, ils ont reperdu la fac qu'ils venaient de gagner, puisque ce sont des attaques de compagnons. Donc ils ont... Tant que ça sera pas raté, ils auront pas le plus une attaque. C'est dommage. Ouais. C'est quand même dommage. Quoi. Ouais, bon, blague à part, c'est une bonne unité. C'est une très bonne unité pour son coup en points, c'est une belle mobilité, donc ça permet de suivre en fait les héros comme Archaon, Be'lakor, etc. À part ça, ça n'a pas trop d'utilité, Ouais. si ce n'est que c'est 12 PV qui ne se font pas sortir par la moindre unité de flanc qui n'a pas de létalité. Voilà. C'est ça. On a donc fini de l'ensemble des War Scrolls. On va maintenant passer au décor et aux sorts persistants, à les manifestations. Le Nexus Chaotica, donc 12 points de vie en save à 4. Des petites aptitudes à votre phase de héros. Vous jetez un dé, vous allez ajouter cette valeur au nombre de points de pouvoir. Voilà, maximum de 12. À votre phase de héros, vous avez deux possibilités. Soit vous allez prendre un sorcier qui est à 3 pouces pour lui rajouter 1 à sa valeur de cast sur tous ses castes en consommant 3 points de pouvoir, soit vous dépensez 9 points de pouvoir, vous allez piquer un décor à 24 et prendre toutes les unités ennemies qui sont à 3 et sur un de plus leur mettre le nombre de blessures mortelles, un peu comme le bonhomme qu'on vient de voir. Ouais, bon. Mais gratuit et à 24. Bon, ce qu'on retient et ce que j'ai retenu personnellement en le jouant pas mal, c'est que c'est un décor qui est assez frustrant dans le sens où bon, l'effet qui fait des BM c'est anecdotique, ça peut servir mais c'est globalement anecdotique. Ouais. Le plus incast est fort, mais vous allez surtout vous en servir avec votre sorcier du chaos, qui n'a qu'un sort, donc c'est 3 points pour avoir plus un cast sur un sort. Si jamais vous avez peu de chance sur votre roll de D6, enfin comprendre si vous faites 1 ou 2, bah en fait comme vos unités vont avancer, bah vous allez plus être dans vos bulles et vous allez plus pouvoir vous en servir. Donc ça reste un décor qui en fait à mon sens est probablement c'est triste à dire hein, mais en fait j'ai commencé à le jouer puis j'en suis venu à ne plus le poser en fait. Ouais, parce que vous offrez trop de tremplins, vous offrez trop de battle tactiques, ça dépend contre quoi vous jouez. Mais Mais globalement, typiquement, si vous jouez contre des armées qui ont de l'ATP, il y en a de plus en plus sur Ouais. le jeu, on le voit avec SCE et compagnie, c'est des tremplins, c'est des charges garanties, sur votre sorcier, c'est des battles tactiques qui sont offertes. Bah, en fait, il faut être sûr de l'effet. On le voit aujourd'hui, les OB jouent quasiment plus leur décor. Ouais. Et celui-ci, en l'occurrence, je pense que vraiment, vous allez l'emmener avec vous, et dépendamment de ce que joue votre adversaire, Ouais. vous allez dire, bah en fait, je pose pas mon décor. Ce Ouais. qui, pour moi, est une doléance, mais à l'échelle de la V4. Hein. Ouais. Je trouve que les fashion décors, bah en fait, on en arrive de plus en plus à ne plus les jouer, parce que l'effet n'est pas suffisamment puissant par rapport aux effets négatifs que cela t'apporte. Exactement. On va donc clôturer cette revue avec les manifestations. Donc les trois ont une valeur de lancement de 7. On va commencer avec le premier qui est un sort persistant prédateur, le Realm Scourge Rupture. Donc 9 de move, 6 points de vie, save à 5, 7 de valeur de banish avec une petite ward à 6. Donc 2 des 3 attaques en crit de 8, en 4-3, moins 1-1. Si cette manifestation a chargé
à cette phase, on peut prendre une unité qui se trouve à 1, on jette un dé par figurine adverse. Pour chaque 6, c'est une BM, et si on a tué une figurine, on va avoir un -1 à la touche jusqu'à la fin du tour. Oui, bon, bah c'est un Endless Spell qui est foncièrement moins bon que le Morbid par exemple. Ouais. Et qui donne une occurrence de -1 hit. Ça aurait été -1 bless, pourquoi pas, mais -1 hit ça se compense par un +1 hit. Donc, et c'est même pas un. C'est un Endless avec du mouvement, donc il va falloir passer une charge. Ça aurait été, honnêtement, ça aurait été sans mouvement. Ouais. On l'aurait mis à 1, on aurait fait l'effet. Ou un tir même. Ouais, ou en tir. Là, c'est quand même dur à mettre en place dans une allégeance où on a des très bons sorts et on n'a pas des sorciers avec beaucoup de niveaux de sorciers. Ouais. Donc, pas fou. Pas fou. Pas fou, pas fou. On passe au deuxième, le Doom Sigil, donc qui est un sort non prédateur. 6 points de vie, save à 5, 7 de valeur de banish, ward à 6. Si 2 unités ennemies ont tué à ce tour, jusqu'à la fin du tour, vous allez avoir plus une attaque pour les unités Slave to Darkness amis qui sont entièrement à 12 de cette manifestation. Pas mauvais, mais mission impossible à setup. Bah, c'est fort, mais c'est fort dans le tour où vous chargez avec toute votre armée. C'est-à-dire qu'en fait, comme il faut tuer 2 unités sans restriction de portée, peut-être que si vous activez d'abord vos élus, vos vanguards, double activation, vos unités de flanc, vous allez arriver peut-être à tuer 2 unités. Ouais. Enfin, on est quand même dans... je veux dire... on est sur une version où sur table il y a 10 unités. Grand max. Ouais. Grand max, hein. Donc ça veut dire qu'il faut en tuer 2, donc il faut tuer 20% de l'armée adverse pour bénéficier d'une plus une attaque. Il y a peut-être des trucs sympas à faire avec des fight last, tu vois, pour se garder au chaud une unité, mais ça veut dire qu'il faut être capable d'aller potentiellement tuer des unités de bord de table pendant ce temps-là. C'est là où les Fell Riders sont assez bons, effectivement. Donc voilà, c'est compliqué à setup, mais on n'y croit pas trop. Le dernier, le Demon Rift, donc 9 de move, 6 points de vie, save à 6, 7 de valeur de banish, ward à 6. Des 6 tirs portée 8 en 2-3, -1-1. Des attaques de close, donc 3 attaques en 4-2. Dégâts des 3, à noter que c'est shooting combat bien évidemment. À chaque fois qu'un sort est lancé entièrement à 12 de cette manifestation, on va rajouter un point d'énergie point, et à chaque fois que cette unité va tirer, on va lui rajouter une attaque pour chaque point de Ruinous Energy Point qu'elle a. Voilà, donc des 6 tirs en 2-3 -1-1, vous allez monter à des 6 +6. Bon, dans une version où les manifestations sont excellentes et compliquées, je pense. Ouais, en fait, c'est un domaine de manifestation qui est très honnêtement très en dessous de ce qu'on peut avoir en générique. Puis même en équipe, en fait, hein, c'est-à-dire quand tes potes vont aller chercher Morbid, bah toi tu vas aller prendre, je sais pas moi, Primal. Ouais. Ou même potentiellement, c'est une armée où t'as. Incarnate. Ouais, ou même c'est une armée où t'as des gros sorciers, donc même, j'ai envie de te dire, même dans le pire des cas, tu peux aller chercher Thermatic Machinery pour avoir un -1 à la touche sur tes sorciers, parce que -1 à la touche sur des bels accords, etc., ça fait pas rire, parce qu'on a des gros sorciers un peu comme en Soul Blight. Ouais. Bon, c'est pas incroyable, quoi. Voilà. Non, c'est globalement un mauvais domaine de manifestation. Moi je le dis, il faut dire les mots sur les choses, Sam. C'est un mauvais domaine de magie, ce qui est dommage parce que les 3 Endless... De manifestation, fais attention. Oui, c'est vrai. Parce que t'as dit une grosse bêtise. Parce que les 3 Endless sont magnifiques. Et je pense que le traitement effectué par Games Workshop aurait pu être plus millimétré. Voilà. Ouais, mais surtout qu'en fait on a un domaine de magie qui est excellent à côté. Donc en fait, ne pas lancer tes sorts. Tu sais, la charge à 3d6, tu vas la lancer tous les tours globalement. Oui, bah oui. Si tu joues Belacor, tu vas lancer son sort tous les tours globalement. Oui, bah oui. Donc en fait, au bout d'un moment, tu te dis peut-être qu'il n'y a pas trop de place pour ça. Ou alors une Incarnate au hasard. On en a donc fini de ce Battle Tom Review, mon petit Romain. Qu'est-ce que tu penses globalement, que ça soit côté règles, côté ce qu'a fait Games Workshop, côté... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a un avis un peu mitigé. Ah bon? Non mais c'est-à-dire qu'en fait il y a des choses qui nous plaisent dans la manière d'appréhender ce Battle Tom, où ça a l'air beaucoup plus fin, puisqu'on a beaucoup de choix en cours de partie. Pour autant, ça a quand même une petite saveur de réchauffé, quoi. Ouais. Non, je pense que tu viens de mettre les mots sur notre pensée. Je pense que c'est un bon Battle Tom qui a une profondeur bien plus intéressante que l'index. Ouais. L'index était d'une débilité sans nom. Parce que beaucoup moins de, on va dire, de saveur et de possibilités, de flexibilité dans la construction des listes et sur table. Le plan de jeu était globalement toujours le même. Là, le système de marque du chaos va probablement permettre de faire des choses un peu moins scriptées. Ouais. En Dark Oath aussi. Hein. Ouais. Le fait que les Dark Oath rejoignent le pool de War Scroll et le pool de règles de faction font que on va peut-être en voir plus sur table. Ça, c'est super. Ouais. Ça, c'est vraiment top. Maintenant, je pense qu'il y a
petite débilité. Il y a aussi des choses qui, moi, me dérangent quand tu proposes un Battle Tome à 47-50 €. C'est de voir que le slaughter brut, la règle ne fonctionne pas, que les Raptor X, la règle ne fonctionne pas, Ouais. que globalement, on a récupéré les règles d'allégeance de la V3, donc c'est du réchauffé. Qu'on a une règle emblématique de Dark Hypothesis qui, pour moi, à mon sens, est compliquée à mettre en place. Donc, ça va être sympa à jouer. On a de la latitude en termes de list building parce que tout ne se fait plus en list building mais en jeu. Je pense qu'en termes de power level, on est sur un très bon power level qui a plein de choses à faire. C'est aussi une de mes doléances sur cette V4, c'est que souvent quand vous prenez un Battle Tome, et encore une fois, je parle du compétitif et c'est pas vrai en fun. Ouais. Quand vous jouez dans votre cercle d'amis. Là où le BT est très bon, je pense, pour Ouais. le coup. Hein. Là, Sur pour des le coup- listes un peu rigolotes, vous le verrez en rapport de bataille, je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Ouais, c'est ça. Et donc, mais en compétitif, je pense qu'on peut faire plein de choses différentes. Là où pour certains BT, c'est beaucoup moins vrai. Enfin, BT ou Index. Donc, j'espère juste que à l'avenir, les Battle Tomes vont être un peu plus que simplement du réchauffé, parce que, comme tu l'as indiqué en début de vidéo, Stormcast et Skaven, on a eu beaucoup de belles nouvelles sorties. Ouais. Même si sur table, les War Scrolls sont plus ou moins bons, surtout côté Stormcast, où les nouveaux War Scrolls sont quand même en dessous de ce qui existait déjà. Ouais. Ici, on n'a pas eu de nouveaux War Scrolls, on en a même perdu. Ouais. Donc j'espère juste que c'est pas une tendance qui va se généraliser sur tous les Battle Tomes à venir, simplement. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, merci mon petit Romain. On espère que cette review vous a plu, les amis. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, le Tipeee, et n'hésitez pas à faire vos commandes chez notre partenaire MyHobbyPlace. Et on va quand même adresser un immense merci à Games Workshop de nous faire confiance pour couvrir ces sorties de Battle Tome, même si parfois c'est pas exactement ce qu'on aurait aimé ou ce qu'on attendait. Un grand merci pour leur confiance. On espère que vous avez kiffé et on vous dit salut. Salut.